Vallerine par Étienne Bedan. Né le 10 avril 1921 à Guiches, Basse-Pyrénées, par Narval, demi-sang anglo-arabe, et Pindeloc, quart de sang anglo-arabe. 1,57 m, alezan miroité, doré en hiver, plus foncé en été. Elle est alors arborisée sur tout le côté externe de la jambe à 20 cm au-dessus du jarret. Raie de mulet. En tête par une fine liste mélangée commençant en pointe. Incurvée à droite. Terminée en pointe à mi-chanfrein. Ladre entre les naseaux et dans le naseau droit. Principe de Balzane antérieur gauche. La tête, malheureusement plaquée, est petite et fine inférieurement. La nuque est large. Les oreilles, plutôt petites, sont hardies. Le chanfrein est droit, les naseaux sont amples et les lèvres minces. L'encolure est droite et bien sortie. La crinière et la queue sont mélangées de noir. Le poitrail est bien ouvert, l'épaule très belle est bien dirigée. Le garrot est bien conformé et la poitrine est descendue. Le dessus est bon. La croupe commencée par la bosse du seau, entre guillemets, est longue et large et les hanches sont saillantes. La queue est bien attachée et bien portée. La jument est bien ouverte du derrière. Elle repose sur une bonne membrure avec des pâturons en bonne direction et d'excellents pieds. Taches accidentelles. Elles viennent probablement de sa nervosité exagérée et qui a nui à son premier dressage à la selle et à la voiture. Ne pouvant la monter à sa guise, son premier dresseur a voulu l'atteler. Mais elle s'est couchée et le maître n'a plus tenté de s'en servir. Il s'en est défait. Les traces de blessures sont situées à droite du garrot, à la pointe de l'épaule droite, derrière la nuque à droite et enfin au-dessus de la salière gauche. À l'écurie, quoique nerveuse et impressionnable au possible, Vallerine est d'une douceur incroyable. Elle ne mord ni ne frappe. On peut la toucher partout et lui lever les pieds dans n'importe quelle position, comme à un chien docile. Il n'est peut-être pas inutile de donner une idée de sa nervosité, de dire que, quoique très gourmande d'avoine, il lui arrive, quand elle en mange, de dresser la tête et de rester la bouche pleine sans continuer à manger. Elle écoute, tout inquiète, puis se remet à manger. Souvent elle fait ainsi plusieurs fois de suite, ou bien elle recule en soufflant, ou bien elle tourne complètement sur elle-même et elle bondit. Souvent aussi, elle exprime sa bonne humeur en exécutant dans son box les exercices des sauteurs dans les piliers. Son dressage. Pour bien juger, il faut considérer les faits tels qu'ils sont ou qu'ils se sont passés. Il faut songer que mes infirmités m'empêchent absolument de supporter des actions dures ou de résister aux plus petites défenses. Je dois m'efforcer de les prévenir au lieu de les provoquer, comme le veulent ceux pour lesquels le cheval n'est dressé qu'après avoir vainement, entre guillemets, lutté en désespéré. Il faut aussi songer qu'il n'y a pas à Dax de local permettant de travailler tant soit peu un cheval à l'abri, même à pied. Que dans les Landes il pleut continuellement, ou bien la chaleur fait pulluler de mauvaises mouches, à tel point que les animaux du pays eux-mêmes, chevaux, mulets, ânes, bœufs, sont toujours habillés pour aller au travail, de couvertures et de camailles en filet, les protégeant contre les mouches presque jusqu'au boulet, y compris les yeux et les naseaux. Quand j'ai pris Vallerine, elle était toujours inquiète et ombrageuse à l'excès. Elle cherchait tous les prétextes pour faire demi-tour et monter sur les trottoirs afin de me coller contre les murs. Il m'a été d'autant plus difficile de l'habituer à se porter en avant dans la direction voulue que, ne pouvant pas serrer les jambes, je supplée à la force dont j'ai besoin en me servant de mollette à serrer. Or, elle ruait à l'éperon et, en raison de mon manque de tenue, j'ai été pendant quelques jours contraint à mettre pied à terre quand elle rétivait et à marcher à pied avec elle, ce qui aurait dû avoir pour résultat certain de la confirmer dans sa rétivité. Heureusement, tout a bien tourné et elle ne pense plus à faire demi-tour. Elle s'est rapidement mise en confiance et, maintenant, elle passe partout, dans les bois, le long des lignes de chemin de fer et en ville. Elle ne fait pas plus cas d'un train rapide passant non loin d'elle que d'une automobile, d'un gros camion ou d'une motocyclette. Cependant, elle est jeune et vive, et dans la campagne, dans la forêt, tout l'impressionne et la fait tressaillir. Un oiseau, une feuille d'arbre ou une fleur agitée par le vent. Dans la forêt, lorsqu'il y a du vent, elle se baisse comme un chat qui rampe. Elle marche par soubresauts, et comme si elle n'osait pas toucher le sol, il arrive aussi qu'elle est tout à coup effrayée par un objet inattendu. Mais ce n'est rien, car elle cède à l'effleurement des aides inférieures. Elle approche l'objet et elle se borne à montrer son épouvante en faisant corner ses naseaux, en soufflant et en pointant ses oreilles vers ce qui lui fait peur. Elle ne se défend nullement et elle obéirait à un enfant.
Elle ne craint jamais les chiens, même s'ils s'élancent sur elle. Elle ne bute jamais, quelle que soit l'inégalité ou les aspérités du terrain, des rues ou de la route. Néanmoins, malgré sa nervosité, Vallerine est positivement franche et non dangereuse. La surprise seule la fait tressauter. En voici 2 preuves. Il y a quelques mois, dans une rue de Dax, j'ai été surpris par un violent coup de vent. Les persiennes ont frappé à se briser. D'une fenêtre ouverte, des papiers se sont envolés et un grand morceau de journal est venu se coller sur le front de la jument. Bien des chevaux auraient eu peur, mais elle n'a pas fait un mouvement de crainte et elle a continué son chemin tranquillement. Il y a 2 jours, je suis exceptionnellement rentré en ville par une nuit noire, sans lune, sans électricité. J'ai croisé plusieurs automobiles dont les phares complètement éclairés m'ont aveuglé et, pourtant, Vallerine, non habituée à circuler de nuit, n'a témoigné aucun étonnement. Je l'ai familiarisée de telle sorte avec la grande pèlerine en caoutchouc qu'on peut la faire claquer et frapper avec force sur les flancs de la jument, sur sa croupe et sur sa tête, sans qu'elle ait l'air de s'en apercevoir le moins du monde. En terrain défoncé, lorsqu'elle s'embourbe, elle se tire d'affaire, car au lieu de s'affoler, elle agit lentement, avec le calme d'un vieux cheval expérimenté du bled. En somme, on peut dire, dès maintenant, entre parenthèses janvier 1927, qu'elle est ce qu'on appelle une jument de tout repos, qu'on peut confier à tout cavalier qui ne se permet pas d'être brutal. Elle a toujours été montée avec un simple mors de bridon, un peu plus gros que celui du bridon de troupe. Elle travaille aussi bien avec le mors de bride seul. Je la monte aussi avec le filet à 2 brisures de mon ancienne bride d'officier dont j'ai fait enlever les chaînettes. Elle obéit au frôlement du pantalon, et pourtant elle ne craint ni la jambe ni le fer. On peut les serrer fortement sans qu'elle y fasse attention, et elle reste insensible à un coup d'éperon donné involontairement. Entre parenthèses, branche d'arbre, par exemple, actionnant la jambe du cavalier. Cela paraît anormal, mais ça ne l'est pas. Elle comprend très bien ce qu'on lui veut, voilà tout. D'ailleurs, la finesse du cheval, c'est-à-dire son obéissance aux aides, est telle que sa conduite est composée de contrastes et même de paradoxes. 1. On tire de toutes ses forces sur une bouche dite très fine, sans en venir à bout, tandis qu'avec un effort infime, nul même, on en obtient ce qu'on veut. 2. C'est en appuyant la rêne sur l'encolure que l'on chasse les épaules du côté vers lequel on veut faire appuyer les hanches. Or, c'est précisément avec la rêne d'appui qu'on fait venir les hanches du côté de la rêne qui appuie. 3. La rêne droite, par exemple, fait venir les hanches à droite et exécuter la pirouette sur les épaules. Or, cette même rêne, par une action quasi identique, fait venir l'avant-main à droite et exécuter la pirouette sur les hanches. 4. On apprend le départ au galop en plaçant la tête du cheval par la rêne du dedans. Or, c'est en usant de la rêne opposée qu'on détermine le plus sûrement son départ parfaitement droit. 5. En pesant sur la fesse gauche, on dégage le côté et l'épaule droite du cheval et on le dispose à partir au galop à droite. Or, en pesant au contraire à droite, on charge le côté et l'épaule droite du cheval et on provoque presque sûrement le galop à droite. Tout est opposition ou nuance, sauf la compréhension du cheval, lequel ne se trompe jamais. Il obéit à ce qui lui est réellement demandé, ce qui n'est pas toujours, tant s'en faut, ce que le cavalier désire obtenir. Quant au cavalier, il n'y a pour lui, avec quelques principes élémentaires, que le tact guidant l'expérience et un travail assidu. Extérieur. Sans qu'il exige l'action des jambes du cavalier, son pas est détendu, régulier et rapide. Elle s'en va à l'encolure droite, tendue, et les oreilles tournées en avant, et elle n'hésite pas plus devant un talus que devant un fossé, un ruisseau, une mare ou un tronc d'arbre. Elle ne modifie en rien son allure lorsque, sans employer aucunement les jambes, le cavalier lui demande l'élévation de la tête avec le ramené et la légèreté de la mâchoire. Le trot et le galop d'extérieur sont très bons. Toutefois, ce sont des allures que je ne peux employer, à cause de mes infirmités, que par exception en vue du dressage. Bien entendu, je ne l'ai pas dressée au saut. Néanmoins, je peux en parler, parce que souvent, elle a été amenée à sauter, et elle l'a fait sans hésiter et avec grande aisance. Travail dit de manège et travail de fantaisie. Par les jambes seules ou par la main seule, tournée, changement de direction, volte, demi-volte, différents appuyés, contre-changement de main de 2 pistes, pirouette sur les hanches, pirouette renversée sur les épaules, départ au galop, changement de pied répété au galop, changement de pied au galop autant. Le dressage étant tout à fait ordinaire, car la jument n'a pas été habituée à s'arrêter ou à reculer par d'autres effets que ceux des rênes, entre parenthèses par exemple par l'éperon en avant des sangles, sa conduite par les jambes seules nécessite l'emploi de la main pour l'arrêt, le ralentissement et le reculer. Par les rênes seules, au contraire, on obtient tout, y compris le mouvement en avant. Mais bien que le maniement de Vallerine soit très simple,
Il exige une certaine délicatesse. Il faut même être initié pour ne pas être obligé d'agir par tâtonnement, puisque l'emploi des aides inférieures amène toujours la propulsion. Arrêt reculé. Du pas, du trot et du galop à l'arrêt ou au reculé et inversement. Foule en reculant. Contre-changement de main successif en tenant les hanches, en reculant et en restant perpendiculaire à un côté. Travail au galop. Petit A. Sur la ligne droite ou sur le cercle, galop de 2 pistes en passant de la croupe en dedans à la croupe en dehors et inversement sans changer de pied. Petit B. Même mouvement répété toutes les 5, 4, 3, 2 foulées. Même mouvement en changeant de pied du tac au tac. Petit C. Sur la ligne droite, galop de 2 pistes en restant perpendiculaire à un côté, sans avancer, en galopant juste ou à faux. Entre parenthèses, exemple de point, pied gauche en allant vers la droite. Même mouvement en changeant de pied. Petit D, contre-changement de main successif de 2 pistes en restant perpendiculaire à un côté, en changeant de pied ou en galopant toujours à faux ou en variant à volonté. Petit E, sur le cercle, appuyez les hanches en dedans en galopant sur le pied du dedans ou sur le pied du dehors. Petit F, sur le cercle, appuyez les hanches en dehors en galopant sur le pied du dehors ou sur le pied du dedans. Petit G, pirouette et pirouette renversée en galopant sur le pied du dedans ou sur le pied du dehors. Entre parenthèses, exemple, pied droit, la croupe allant vers la gauche. Petit H, changement de pied au temps sur la ligne droite, sur le cercle, la volte et au travail de 2 pistes, ainsi qu'aux pirouettes sur les hanches et aux pirouettes sur les épaules. Vallerine exécute une reprise composée de tous ces mouvements-là sans quitter les changements de pied au temps. Petite I, 8 de chiffres au changement de pied au temps avec descente de main et de jambes. Petit J, du galop au galop en reculant et inversement. Élévation des membres antérieurs. Petit A, soutien ou extension à volonté de l'un ou de l'autre membre, du soutien à l'extension et inversement. Petit B, pirouette renversée avec un membre antérieur au soutien. Pas avec élévation alternative de chaque membre au soutien. Petit C, pirouette ordinaire. L'appui se faisant alternativement sur l'un et l'autre pied, le membre opposé restant en soutien et ainsi de suite. Petit D, même mouvement avec extension des membres au lieu du soutien. Petit E, pas, un seul membre se mettant au soutien ou à l'extension. Petit F, mélange en nombre déterminé de foulées de pas ordinaires et de pas avec un seul ou avec les 2 membres alternativement au soutien et à l'extension. Petit G, pas espagnol, chaque membre antérieur marquant un temps d'arrêt en l'air. Petit H, pas espagnol ordinaire. Petit I, étant au pas espagnol, allonger, ralentir ou arrêter à chaque pas. Petit J, volte, demi-volte en tenant les hanches, contre-changement de main successif en tenant les hanches et en restant perpendiculaire à un côté. Petit K, pas espagnol, l'extension se marquant par un coup de sabot en avant. Piaffé. Petit A, appuyé à droite et à gauche en restant perpendiculaire à un côté. Petit B, pirouette et pirouette renversée. Passage. Petit A, de l'arrêt au passage et du passage à l'arrêt. Petit B, contre-changement de main successif en restant perpendiculaire à un côté. Petit C, travail de 2 pistes, de la croupe en dedans à la croupe en dehors et inversement. Volte, demi-volte, etc. Petit D, passage animé se rapprochant de l'allure pleine d'entrain prise naturellement par les chevaux en liberté quand ils sont excités. Entre parenthèses, surprise, gaieté. Petit E, passage rebondissant dans lequel les pieds rebondissent en touchant le sol comme des billes d'ivoire. Entre parenthèses, passage des gazelles. Petit F, du passage, du piaffé ou de l'arrêt au trot en arrière et inversement. Petit G, 8 de chiffres avec descente de main et de jambes. Petit H, gamme ascendante et descendante des allures dérivant du piaffé. Petit I, le cavalier étant au trot enlevé, trot rassemblé. Trot en arrière. Voir ci-dessus, paragraphe F. Trot espagnol. Petit A, trot espagnol, un seul membre antérieur s'étendant. Petit B, trot espagnol sur les figures de manège. Petit C, trot espagnol sur place. Petit D, nombre déterminé de foulées, 4 par exemple, de passages et de trot espagnol alternés sur le cercle, la volte, etc., comme sur la ligne droite. Petit E, de l'arrêt ou du pas espagnol et du trot espagnol au pas ou à l'arrêt. Vallerine conviendrait parfaitement à une écuyère puisqu'elle se manie par la main seule. Mais tout cela est peu de choses.
C'est tant bien que mal l'application d'une méthode et voilà tout. Ce qui est surprenant, ce qui constitue un fait certainement unique dans l'histoire de l'équitation, c'est la cause morale qui m'a valu Vallerine et qui m'a permis de la dresser. Ce sont le fanatisme, le culte de l'art et la générosité de deux officiers hollandais, sans lesquels je ne serais certainement plus remonté à cheval. Le 8 mai 1922, dans le but de mieux monter à cheval, j'avais cru devoir tenter encore quelques efforts pour guérir et je m'étais confié à des médecins célèbres, aux meilleurs chirurgiens de Bordeaux. Contraint dès lors à me défaire de mon Marocain Mimoun, j'avais eu, par une chance inattendue, la grande satisfaction de pouvoir l'envoyer à M. Gougaud, directeur de l'école d'équitation Jules Pellier à Paris, où mon excellent ami, entre parenthèses, 1888, le capitaine Bernard est écuyer. En 1924, en mai, encore immobilisé sur un lit à gouttière au sanatorium de Bidart, je réfléchissais que, si je n'avais pas rendu grand service à l'humanité, ma vie n'avait pas été tout à fait inutile aux chevaux, car j'en avais sauvé un certain nombre de bons qui, sans moi, auraient mal fini à cause de leur rétivité et du mauvais caractère que des mains ignorantes leur avaient donné. Je pensais particulièrement à Robert Sartre et à Mimoun. Le premier, malgré ses 21 ans passés, brillait encore au cirque Nava où il était fort bien soigné, et le second Mimoun, devenu le cheval d'écuyer du capitaine Bernard, passe une existence parfaitement heureuse. Enfin, en contemplant l'océan, j'étais dans l'état d'esprit que seuls connaissent ceux qui ont trimé et souffert dans les grandes solitudes, dans les grands espaces. Je parcourais l'horizon et ma pensée le suivait bien loin. Je voyais mes anciens chevaux et les courses faites avec eux dans la grande prairie, dans les forêts du Canada et en Afrique. Je me reportais à mes derniers chevaux d'armes du service des renseignements au Maroc, chez les Zemmour, dans la Mamora, avec le colonel Juino Gambetta, entre parenthèses, mort lui aussi maintenant comme tant d'autres de cette époque-là. Et je comparais tout cela avec mon immobilité et la prédiction qu'on me faisait. Entre guillemets, vous ne remonterez plus jamais à cheval. Je ne trouvais de consolation que dans cette devise orientale, entre guillemets, patience et résignation et que Dieu nous aide. Un soir, je reçus de Hollande une lettre d'un professeur français de littérature. Elle était en résumé ainsi conçue. Un de mes élèves, le capitaine Le H, instructeur d'équitation, demandait si vous lui permettez de vous écrire. Il ferait volontiers avec son beau-frère, le capitaine D, le voyage de Bidart pour vous dire tout le bonheur que lui a causé la lecture de Extérieur et Haute École. J'entamai correspondance avec le capitaine Le H, et devant son insistance et son intention de venir me voir à Bidart, je lui expliquai que me voir ne signifiait rien et qu'une seule chose pouvait avoir quelque utilité, ce serait de dresser lui et moi ensemble un cheval neuf. En mars 1925, je me fis hisser sur une petite jument du pays tout à fait sage et, après quelques essais de plus en plus longs, j'eus la joie d'être assuré qu'il me serait possible, avec un peu de courage, de remonter à cheval. Je l'annonçai aux officiers hollandais. Ils m'exprimèrent de suite combien ils étaient heureux et ils me demandèrent, comme une faveur, de mettre à leur charge tous les frais que l'équitation m'occasionnerait. Il n'y avait pas, d'après eux, à protester, car, entre guillemets, c'était pour leur instruction. Par la même lettre, ils m'envoyèrent de quoi acheter un cheval honorable et de quoi le nourrir jusqu'à leur arrivée à Dax. Le 18 avril, les deux capitaines, après avoir franchi environ 2000 km, arrivèrent à Dax le samedi à 21h afin de s'initier au procédé employé au début du dressage du cheval. Le mardi matin, 21 avril, ils prirent le train de 9h pour Paris où ils tenaient à voir travailler mon ancien cheval Mimoun à l'école Jules Pellier. Malgré mon grand désir de revoir mon Marocain avec mon ami Bernard, je ne pus accepter leur invitation de m'amener avec eux, tout frais à leur compte de Dax à Dax. Avant de partir, mes deux nouveaux camarades avaient annoncé leur intention de revenir au bout de 5 ou 6 mois, voir la continuation du dressage de Vallerine. De retour chez eux, après un télégramme de remerciement, ils m'envoyèrent une nouvelle provision d'argent en me demandant comme un service d'entretenir encore la jument pour leur instruction. Le 16 novembre, les capitaines Le H et D vinrent de nouveau voir Vallerine à Dax, où ils séjournèrent du dimanche soir à 21h au mardi 9h. Ils partirent après m'avoir prié d'accepter la jument comme un faible hommage de leur reconnaissance et m'avoir remis 2000 francs pour les victimes de la guerre. Dès leur arrivée en Hollande, le capitaine D m'écrivit que je leur ferais un grand honneur et un immense plaisir en acceptant le montant d'un chèque qu'il m'envoyait pour l'entretien de la jument pendant 1 an. Le 15 juillet 1926, au moment où, désolé, je me voyais contraint à me défaire de Vallerine, je reçus encore un chèque que les capitaines me suppliaient d'accepter parce qu'ils avaient appris l'augmentation du coût de la vie en France. Ils ne voulaient pas que, entre guillemets, la jument devienne une gêne pour moi. Et ils désiraient que je la garde encore.
entre guillemets, afin de leur permettre de choisir le moment pour venir la revoir. Au début, j'avais mis comme condition expresse que la grande satisfaction de dresser la jument serait mon seul avantage. Mais ces véritables propriétaires ont agi d'une façon à la fois si simple et si ingénieuse que les circonstances et la vie chère s'en étant mêlées, je me suis laissé séduire d'autant plus facilement que je ne pouvais pas me décider à laisser Vallerine passer dans n'importe quelle main. Elle était si docile que c'eût été un crime de la tuer, et pourtant je n'avais pas le moyen de la nourrir. Il va de soi que je ne pourrai jamais m'acquitter envers les 2 officiers hollandais qui se sont montrés aussi généreux que passionnés pour l'art équestre. Cependant, ils ne m'écrivent pas une seule fois sans affirmer à nouveau leur reconnaissance pour moi qui leur dois tout, puisque sans eux, je ne serais plus monté à cheval depuis le 5 mai 1922. Telle est la libéralité que je tiens à divulguer pour rendre hommage à ceux qui l'ont accompli avec une exquise délicatesse et une parfaite courtoisie. Voici maintenant par ordre de date quelques notes relatives à Vallerine. Octobre 1926. En France, où l'art équestre fut porté si haut, l'équitation savante est maintenant délaissée parce que les bons résultats ne s'acquièrent qu'à force de travail. Certains cavaliers, et non des moins prétentieux, aimeraient avoir des chevaux bien dressés aux airs de fantaisie, voire même des chevaux bien mis, quoique cela ait moins d'apparence. Mais on ne rencontre que tout à fait exceptionnellement des amateurs assez zélés pour s'imposer des sacrifices pouvant les mener au talent. Il en existe cependant, et j'ai eu récemment l'immense satisfaction d'assister au travail assidu d'un véritable passionné qui n'a pas hésité à amener son cheval avec lui pendant les 20 jours de vacances qu'il a passés à Dax. C'est M. Paul Bouhéry-Vesser, digne élève de M. Charpentier, l'écuyer professeur si estimé à Paris et un des maîtres civils incontestés de l'équitation savante actuelle. M. Bouhéry-Vesser m'a procuré la joie de voir Vallerine, fort bien montée par lui, exécuter facilement des mouvements réputés difficiles et se comporter parfaitement au galop et au trot d'extérieur. À ses allures, la tête est bien placée et fixe et la bouche est liante. Le galop est coulant et au trot, les épaules dégagées jouent librement et permettent aux membres antérieurs de s'étendre énergiquement. Elle fait penser aux gazelles et par son joli cachet d'entrain et de légèreté, elle diffère étrangement de ce qu'elle était le 18 mars 1925 quand elle fut présentée à Dax par son propriétaire d'alors au concours du cheval de guerre où elle obtient le second prix. À cette époque, sa tête exagérant la position encapuchonnée, considérée trop souvent comme la clé et la preuve en même temps du véritable dressage du cheval de selle, arrêtait la libre extension des épaules et raccourcissait les mouvements. 8 décembre 1926. Extérieur et haute école a résumé les réflexions que j'ai faites lorsque mon devoir professionnel m'obligeait à travailler pour m'instruire. Plus tard, le fanatisme des capitaines hollandais, en réveillant ma passion assoupie dans les hôpitaux, m'a suggéré un grand désir de présenter Vallerine à ses généreux officiers et aussi à d'autres amateurs comme une démonstration de ce que produit la mise en pratique des idées citées dans mon petit livre, même lorsque cette mise en pratique est faite par un estropié manquant des moyens qu'on prétend indispensables. Malheureusement, les circonstances ne me permettent pas de réaliser mon projet, et pourtant, il me semble que j'ai atteint le but que je m'étais proposé avant d'entreprendre le dressage de la jument. Rechercher la pureté des mouvements d'un dressage ordinaire et faire exécuter quelques airs très simples comme équitation de fantaisie. J'ai en effet obtenu un calme remarquable d'une jument excessivement nerveuse et une obéissance aux aides assez parfaite pour que le cavalier puisse se contenter de s'en servir d'une façon aussi faible qu'inapparente. Exemple, pirouette renversée, entre parenthèses, autour des épaules. Et pirouette ordinaire, entre parenthèses, sur les hanches. La croupe puis l'avant-main venant successivement à droite, à l'intérieur de la piste, si l'on est à main droite, en utilisant uniquement la rêne droite et sans qu'il soit possible au spectateur de voir un mouvement de la main, des doigts ou de la rêne employée. Autre exemple, pirouette renversée et pirouette ordinaire par les jambes seules, agissant imperceptiblement. La jument est docile, franche, droite et régulière dans ses allures, facile et agréable à monter. Il ne reste plus qu'à la rendre aussi brillante que le comporte son ensemble et, là-dessus, je ne peux rien dire. Elle pourrait donc représenter convenablement ce que doit donner l'application de extérieur et haute école, et puisque je ne peux absolument pas l'employer à cette démonstration, il est certain que je ne saurais plus, pour la conserver, prétexter une utilité quelconque. Elle ne sert évidemment qu'à ma propre satisfaction. Or, ma satisfaction n'est rien, n'a aucune importance, et ne mérite pas du tout les dépenses énormes nécessitées actuellement par l'entretien d'un cheval. Il apparaît donc clairement qu'avec la cherté de la vie et la misère qu'elle occasionne, j'ai presque le devoir d'envoyer Vallerine quelque part où elle pourrait servir à enseigner l'art équestre,
et de consacrer l'argent qui lui est destiné pour 1927 à adoucir quelques souffrances chez les pauvres. M'en séparer serait pour moi un chagrin beaucoup plus grand qu'on ne peut l'imaginer. Toutefois, je l'accepterai de bon cœur en ce qui me concerne, contre la certitude qu'elle ne souffrirait pas, qu'elle serait livrée exclusivement à la reproduction quand elle ne servirait plus à l'enseignement, ou qu'elle serait abattue plutôt que d'être maltraitée. 15 décembre 1926. Je viens de recevoir du capitaine D une lettre contenant ceci. Bien que votre proposition soit pour nous une déception, puisque votre intention est de soulager les souffrances que vous voyez autour de vous, je vous permets de tout cœur d'employer pour ça l'argent qui reste de l'entretien de Vallerine. Vous écrivez « Sa conservation entre mes mains n'a plus aucune utilité autre que ma satisfaction personnelle. Je ne peux comprendre ça. Au contraire, moi je dis que plus longtemps Vallerine sera entre vos mains, plus elle brillera, plus grande deviendra sa légèreté, plus belle et fixe sera son attitude quand vous la rassemblerez. Vous dites que ça ne servira qu'à votre satisfaction personnelle. Je crois que ça servira pour tout écuyer qui sait voir en connaissance de cause. » Cette réponse généreuse pour les pauvres serait peut-être juste quant au reste si je fréquentais des amateurs d'équitation. Mais la jument n'est vue que tout à fait exceptionnellement par des connaisseurs et c'est pourquoi mon parti est pris. Dès maintenant, je désire trouver à Vallerine un maître lui garantissant une vie heureuse jusqu'à la fin de ses jours. Si joint quelques photographies de Vallerine, elles présentent 1. La position d'encolure et de tête la plus favorable au pas d'extérieur. 2. La position que le cheval en liberté prend toujours, entre parenthèses, même lorsqu'il a été dressé étant monté à garder un ramené complet et absolument fixe, sauf parfois au passage qu'il exécute dès son plus jeune âge avec le nez au-dessus de l'horizontale ou avec la tête horizontale ou bien avec la tête un peu inclinée ou bien encore, mais rarement, avec la tête au ramené lorsqu'il veut faire le beau, se pavaner, entre parenthèses, pan qui fait la roue. Le général Favreau de Carbrèche a écrit, entre guillemets, « On ne doit jamais demander le rassembler avant que la légèreté soit parfaite. Il faut aussi que le ramené soit complet, que l'animal conserve sa légèreté au pas, avec la tête perpendiculaire, etc. » C'est formel, et d'autre part, dans les cirques, on enraîne toujours les chevaux avec une force dont on ne se doute pas avant de s'en être rendu compte, et en exigeant presque un ramené outré, n'ayant rien de la légèreté du ramené outré indiqué par le général Favreau de Carbrèche. Les écuyers font le plus grand cas de cet encapuchonnement forcé, et de fait, pour peu que le cheval agisse mal, on resserre l'enraînement d'un trou ou deux, et l'allure recherchée s'obtient tout de suite. Le ramené est donc indiscutablement un moyen de contrainte remarquable, qu'il soit obtenu délicatement par le liant et le moelleux de la mâchoire influencé par la main seule, ou qu'il soit produit brutalement par l'enraînement, comme dans les cirques, ou par la vigueur des jambes du cavalier, poussant les forces sur le mors contre lequel les résistances viennent se briser. Et pourtant, en dépit des sarcasmes et des haussements d'épaules que je vais provoquer par ma sincérité, je ne puis m'empêcher de penser que le ramené n'est point du tout indispensable, et même que, si l'on peut arriver sans lui à l'équilibre, il n'a d'autre mérite que d'être classique et élégant. Je reconnais toutefois qu'on ne réussit pas toujours quand on veut s'en passer. Cependant, tout le travail de manège et de fantaisie s'exécute aisément sans le ramener, c'est-à-dire avec la position de tête qui convient au travail d'extérieur. Entre parenthèses, extérieur et haute école, page 24. Je crois que ce n'est pas une faute d'imiter le cheval libre et de réserver le ramené complet pour donner au cheval toute sa splendeur, tout le brillant dont il est capable. Cela se rapporte, bien entendu, non pas au ramené obtenu sans élévation d'encolure, mais au ramené dans lequel l'encolure se grandit véritablement pour arriver à laisser baisser le nez sans briser la nuque, en maintenant l'élévation maxima de l'encolure, comme chez le cheval en liberté qui veut donner à sa physionomie tout ce qu'elle peut produire de superbe, comme chez le cygne qui gonfle ses ailes en nageant et élève son cou pour l'arrondir à sa partie supérieure dans la position la plus gracieuse que l'on puisse admirer. Comme aussi chez le cheval dans son écurie qui s'étire après le repos en se levant. C'est magnifique, mais, à mon humble avis, c'est impropre à un travail d'extérieur fatigant ou difficile. Entre parenthèses, montagne, etc. Le général Lott a écrit à ce sujet. Entre guillemets, Baucher, lui, exige que cette possession, entre parenthèses, possession des forces, soit complète. Pour cela, il veut que le cheval se place en arrière de la main tout en se grandissant en même temps qu'il coule en avant des jambes. Entre parenthèses, un officier de cavalerie, page 245. Le cheval en liberté est en équilibre avec la tête non ramenée. Pourquoi ne le serait-il pas avec la tête libre quand il est monté? Entre guillemets, étudier les lois de la nature savante par elle-même. Entre parenthèses, Rousselet. 15 mars 1927.
Le 21 décembre 1926, les officiers hollandais sont revenus voir Vallerine. Dans les premiers jours de janvier 1927, je leur ai envoyé les photographies que j'avais d'elle et le 7 février suivant, ils m'ont écrit. Nous avons pu comparer les photographies avec ce que nous avons vu à Dax. C'est avec le plus grand intérêt que nous les avons étudiées. Permettez-nous de vous en féliciter parce qu'elles sont et resteront pour nous les preuves de vos idées, de vos principes sur l'équitation et de votre équitation si fine, si admirable, qui ne veut pas que le cheval soit sur la main au commencement de son dressage et qu'il ne rentre que peu à peu dans la main. Ce qui nous frappait à Dax tout particulièrement, c'était le calme de la jument, ce qu'on voit rarement quand un cheval a été monté assez longtemps en vue d'un travail d'école. La bonne humeur, le calme et l'obéissance. Voilà 3 choses précieuses qui sont réunies en Vallerine. Vous comprenez que nous avons beaucoup discuté et pensé sur ces principes selon lesquels vous montez à cheval. Ces principes sortent pour ainsi dire de votre idée originale, le cheval en liberté. D'où vient que vous ne pratiquez pas à l'ancienne manière de dresser un cheval qui consiste à chercher la mise en main en travaillant surtout l'arrière-main, laquelle arrière-main se perfectionne à mesure que le cheval s'assouplit davantage. Est-ce à dire que l'idée de rendre le cheval souple en travaillant surtout l'arrière-main pour obtenir la mise en main puis le rassembler soit chose absurde? Mais ne discutons pas des principes. Constatons plutôt que vous obtenez de Vallerine beaucoup dans un calme absolu, et ce dernier point est d'une importance capitale. En tout cas, nous avons pour vous une grande admiration, parce que vous pratiquez vos principes avec un maestro magistral. Nous croyons que pour pouvoir mettre en pratique les derniers enseignements de Baucher ou de son élève le général Favreau de Kerbrèche, il faut être doué d'un tact équestre merveilleux. D'un autre côté, nous constatons que votre méthode ne se pratique pas ou se pratique peu, parce que l'écuyer, nous l'avons dit, doit être doué de beaucoup de tact équestre. Ce qui a été, est et restera toujours une exception. Nous voulions connaître et voir un écuyer qui mettait en pratique les derniers enseignements de Baucher. C'est votre personne qui nous a permis d'atteindre ce but, car vous nous avez montré à cheval ce que vous avez atteint, et cela en gardant votre cheval aussi net qu'un poulain à tout égard. Nous vous en sommes très reconnaissants. Fermez les guillemets. Je suis loin de partager l'opinion des capitaines hollandais, je l'ai déjà écrit en effet. Extérieur et haute école, page 8, ligne 1. Je ne suis pas assez fort pour me servir de procédés savants. C'est parce que ma méthode est facile à employer par tout le monde qu'elle me convient et l'on sait que Baucher l'a recommandée seulement aux cavaliers peu adroits pour simplifier leurs actions et éviter les fautes résultant de leur manque d'accord. Entre parenthèses, Général Lott, un officier de cavalerie, page 235, ligne 14. Il est évidemment plus difficile de se faire comprendre d'un animal quelconque en le poussant à la fois en avant et en arrière qu'en le poussant seulement d'un côté, et il en serait de même si l'on poussait une personne. Seuls donc les cavaliers ayant le tact assez fin pour enserrer le cheval entre la main et les jambes sans faire de faute, pouvant amener l'incertitude chez l'animal, peuvent pratiquer l'emploi simultané des aides supérieures et des aides inférieures au commencement du dressage. Et c'est parce que je ne me suis jamais cru assez habile pour agir ainsi que j'ai obtenu de bons résultats. C'est surtout parce que j'ai beaucoup étudié sur mes chevaux et beaucoup travaillé par les moyens qui m'ont paru les plus simples, sans croire une seule fois dans ma carrière que j'avais du talent, même pas lorsque je ne savais rien et que, jeune officier, on m'appelait l'indécollable. Précédemment, le capitaine D m'avait écrit, entre parenthèses, ce qui m'a plu davantage, entre guillemets, il y a, je crois, plusieurs siècles qu'un écuyer célèbre a écrit à peu près « Ne brusquez pas votre cheval, vous perdriez la plus belle chose en équitation, ou, mieux encore, vous ne l'atteindriez jamais. La légèreté en confiance, c'est comme l'essence d'une fleur, une fois ôtée, elle ne retourne jamais. Eh bien, vous avez su conserver l'essence de cette fleur. » Fermez les guillemets. Mes admirateurs hollandais se trompent. La méthode du général Favreau de Kerbrèche est inconnue ou incomprise, et c'est pour cela qu'elle ne se pratique guère. C'est aussi parce que l'on croit à tort, à grand tort, qu'elle n'est pas favorable à l'équitation des courses et des concours hippiques. Mais ce n'est pas parce qu'elle demande du tact, car pour le dressage ordinaire, elle en exige moins que toute autre méthode. Le colonel communal, qui était maréchal des logis-chefs des sous-maîtres de manège à Saumur pendant que je faisais mon cours à l'école de cavalerie, qui fut comme officier un des maîtres les plus habiles des courses militaires en France et en Algérie, qui fut aussi le meilleur dresseur peut-être de tous les régiments de cavalerie et qui dirige actuellement le manège de Reims appartenant à M. de Tassigny, m'écrivit à propos de Vallerine. J'ai fait lire ta lettre à mon ami de Tassigny qui a été émerveillé des résultats que tu avais obtenus si facilement. Et à ce propos, je lui ai cité ce que tu avais obtenu des autres chevaux et je lui disais aussi que je n'avais jamais vu dans ma carrière un écuyer pouvant égaler comme science équestre et dressage de haute école. C'est la vérité et je puis le dire devant toutes les lumières de l'équitation. Je disais aussi à de Tassigny qu'une jument comme Vallerine, dans un manège comme celui de Reims, et servant à des démonstrations,
serait la preuve de ce que je dis tout en attirant les gens les plus compétents de la science équestre. Mais je me demande si, sans tes conseils, il me serait possible ou facile de monter convenablement ta jument. Enfin, dis-moi un peu à combien tu estimerais ta jument si tu voulais t'en défaire. Ici, il n'y aurait que moi pour la monter. Elle serait soignée et travaillée comme ou mieux que les chevaux de Saumur. Et en un mot, elle ne pourrait être mieux. Elle propagerait la réputation du dresseur, de l'écuyer incomparable, qui resterait toujours en nom, car je ne serais que l'exécuteur de ta science et le transmetteur de ta méthode, devant laquelle les maîtres anciens, s'ils existaient encore, ne pourraient que s'incliner en raison de sa simplicité et de la supériorité des résultats qu'elle donne. La simplicité de la méthode résumée par Extérieur et Haute École et la supériorité des résultats qu'elle donne, tels sont les mots exacts et la réalité dans laquelle doivent se fondre et se dissiper les louanges dont j'ai été comblé. Jamais éloge ne m'a été si agréable, parce qu'elle exprime, lui, le but vers lequel j'ai tendu pendant de longues années, avec un acharnement qui a parfois surmonté des difficultés et des souffrances que je croyais moi-même insurmontables. Le 28 février dernier, M. Abbé de Rouen, officier de réserve du 15e chasseur à cheval, a été si étonné des pirouettes et du travail de deux pistes exécuté par Vallerine au galop juste et à faux qu'il a insisté pour l'acheter immédiatement avec un papier dûment signé par lequel il s'engageait. 1. À ne jamais malmener la jument et à la soigner de son mieux dans un box, chez lui, d'où elle ne sortirait que pour être abattue sans souffrance. 2. À m'en laisser l'entière jouissance pendant 2 ans et à m'envoyer durant ce temps 250 francs par mois pour m'aider à l'entretenir. Je suis convaincu que M. B aurait tenu parole. D'autre part, j'aurais été heureux de voir Vallerine bien soignée à Reims et montée uniquement par communal, l'écuyer devant lequel je me suis toujours courbé avec admiration. Extérieur et Haute École, page 14, ligne 32. Mais mon vieil ami, le capitaine Bernard, m'a rendu service en me faisant prendre Mimoun, dont je ne savais que faire quand j'ai dû entrer le 8 mai 1922 à l'hôpital de Talence. Je lui dois donc énormément, et comme il désirait Vallerine, je la lui ai promise de bon cœur. 12 mai 1927, au capitaine Bernard, Paris. En t'envoyant Vallerine, et pour t'éviter, vieil ami, d'expérimenter ce qui lui convient, je vais te résumer de mon mieux tout ce qui la concerne, tant pour les soins que pour la conduite et les procédés que j'ai employés pour la dresser. Tu ne m'as pas donné ton appréciation sur les moyens que j'ai employés à pied pour habituer Vallerine à placer la tête perpendiculaire tout en élevant l'encolure le plus haut possible. Il ne faut plus maintenant demander le ramener outré. Il faut prendre, étant du côté du montoir, les 2 rênes de filet ou les 2 rênes de bride dans la main droite, ou la main gauche si l'on est à droite. Placer au-dessus du pommeau de la selle et exiger la légèreté, la tête bien perpendiculaire avec l'élévation maximale de l'encolure, au moyen d'une demi-pression des doigts sur les rênes, la main s'élevant au besoin et de moins en moins au-dessus du pommeau, ou bien la main gauche élevant la tête par une rêne gauche tenue à 0,30 m environ du mort. La légèreté obtenue, descendre de main et laisser la jument mâcher le ou les morts plusieurs minutes sans modifier aucunement sa position de tête. Tu pourras aussi agir avec les 2 rênes séparées, l'une passant par-dessus le garrot, comme je te l'ai indiqué, mais sans revenir au ramené outré. 1. Toilette queue. En raison de la différence de température entre Dax et Paris, je ne ferai aucune toilette à Vallerine avant de l'embarquer, ni à la crinière, ni à l'auge, ni aux oreilles. Au printemps dernier, la queue étant beaucoup trop fournie, j'ai, afin de dégager les fesses, arraché petit à petit une énorme quantité de crin à la base et sous la moitié supérieure du tronçon. Il y a quelques mois, la base de la queue étant à nouveau trop épaisse, le maréchal qui a la jument en pension s'est offert à la ranger, disant qu'il s'y entendait fort bien. Malheureusement, il a coupé les crins en faisant de nombreuses échelles. J'ai réparé de mon mieux ce massacre, mais j'ai laissé une grande partie des crins coupés, de façon à pouvoir les arracher plus facilement par la suite. Il est temps de faire ce travail. Vallerine est très sensible aux mouches. Tu me ferais plaisir en lui laissant, comme je l'ai fait, la queue jusqu'au boulet. 2. Pansage-ferrage. Elle ne bouge pas au pansage, elle n'a pas besoin d'être attachée et elle baisse la tête autant qu'on le veut pour se laisser brosser le toupet, la nuque et la crinière, et pour se laisser arranger le toupet et les crins quand on l'a bridé. Je n'ai jamais pu obtenir qu'on lui lave régulièrement les mamelles et le reste. Sa robe est comme du satin. Mais ce n'est certes pas à cause du pansage, car on l'étrille peut-être chaque jour, mais on ne la brosse ni souvent ni beaucoup. Depuis qu'elle est à Dax, jamais on n'a ni nettoyé, ni lavé ni sa queue, ni sa crinière. Elle ne mange pas le sucre, et quoique c'eût été facile, je ne l'y ai pas habituée. J'ai toujours quelques grains d'avoine ou de maïs dans ma poche, et je lui en donne quand je vais la voir, quand je la quitte, etc. Elle est très facile à ferrer, et elle ne tire jamais au renard. Au début, elle a déchiré quelques couvertures, parce que malheureusement, le maréchal lui serrait le surfait la nuit. Je t'envoie 4 pierres de sel, afin que tu en mettes presque toujours une dans sa mangeoire. Au pâturon antérieur gauche, Vallerine a une cicatrice ancienne de crevasse. Le poil a été coupé au pli,
et au creux extérieur du jarret gauche, à la suite d'un accrochement dans une ronce artificielle qui a déterminé 2 fois un abcès du pli du jarret. Le jarret étant très gonflé, a subi une application d'onguent vésicatoire. Il en est résulté un peu de vésigon au creux du jarret. 3. Nourriture. La jument est effrayante d'avoine et elle est gloutonne d'herbe et de carottes. Aussi tu feras bien de lui en donner quand tu le pourras. Faute d'herbe, je lui ai toujours donné un barbotage de son chaque matin au réveil avant toute autre chose. 4. Selle. Je ne mets pas de tapis, je protège seulement le garrot par un petit tricot. Je t'en donne 2. Au commencement, la selle glissait en avant, mais les épaules se sont musclées au-dessus du garrot et la selle se place très bien. Le capitaine Lefebvre, écuyer à Saumur, a été étonné l'année dernière en me voyant monter avec la selle, selon lui très en avant, et il m'a dit qu'à Saumur, pour le dressage et le manège, il selle toujours le plus en arrière possible. Je n'approuve pas du tout cette manière de faire. J'ai toujours laissé la selle se placer d'elle-même, sans presque sangler, et je n'ai jamais eu à le regretter. 5. Bride. La sous-gorge doit être très longue et être absolument lâche au-dessous des ganaches, sans quoi elle augmenterait encore la gêne causée par le bourrelet qui fait saillant et est comprimé dans la région parotidienne. Avec la bride que je t'envoie, je boucle la sous-gorge au premier trou en bas. Le mord de filet ne doit pas être trop juste, il ne doit pas toucher la commissure des lèvres. Le mord de bride doit être placé très haut dans la bouche. La bride que je t'envoie est selon moi bien ajustée. Le mord qui m'a été donné en 1905 oblige à faire attention en le montant parce que les branches tournent dans l'embouchure. Pour ne pas se tromper, il faut que les lettres gravées sur le canon soient à l'intérieur, sur la langue, et que les cochets de gourmette soient sur leur plat. Les crochets proprement dit en dehors, les lettres gravées sur le cycle, cachées à l'intérieur. Ne vends ni ma selle ni ma bride avant ma fin, car on ne sait pas l'avenir, et si je pouvais m'en servir encore un jour, tu me les retournerais. Pendant que j'en suis sur la bride, laisse-moi te recommander de bien soigner le cuir de tes brides, celui des rennes surtout. J'ai vu beaucoup d'officiers monter avec des rennes presque rigides tant elles étaient cirées. C'est très mauvais. Moi j'entretiens mes brides avec de la vasine seulement. Elles ne brillent pas, mais les rennes sont souples comme un gant. S'il en était autrement, je ne pourrais pas transmettre ma pensée à la bouche du cheval par de simples petites pressions des doigts sur des rennes demi-tendues. La bride montée sur un mors vient du 5e chasseur d'Afrique en 1893. Quant au filet cousu, je m'en suis servi comme sous-officier en stiple à Sedan en 1886. Je l'ai toujours employé depuis pour bien des sortes de chevaux. Entre parenthèses, France, Amérique du Nord, Afrique du Nord, enfin à Dax pour Mimoun et Valerine. J'ai changé le mors parce qu'il était usé, mais le cuir peut servir encore longtemps. Ma bride est du modèle de celle de troupe. Pour m'en servir avec le filet seul, je mets par prudence entre le filet qui remplace le mors, le filet à chaînette que j'enlève en arrivant à mon terrain. Entre parenthèses, sans descente de cheval. Je le détache et la jument le jette de sa bouche. Je le pose sur un arbre. Je monte alors avec le filet que tu vois sur certaines photos. Mais pour se servir des 2 filets, il ne faut pas omettre de penser que celui qui est au-dessus de l'autre n'agit pas comme l'autre. C'est pourquoi je monte les rênes de filet, entre parenthèses les plus larges, après le mors de filet qui remplace le mors de bride dont je me sers seul, et les rênes étroites après le mors à chaînette que je retire pour travailler sur le terrain. Habituellement, je monte avec mon filet cousu. 6. Monter à cheval. Je n'ai jamais monté, entre guillemets, à l'officier, entre parenthèses, terme de règlement. Tu pourras néanmoins, pour monter, entre guillemets, à l'officier, tenir compte de ma façon de procéder. Après avoir arrêté ma jument en l'endroit où je veux la monter, je prends les rênes dans la main droite, au-dessus et en avant de la base supérieure de l'encolure. Je place d'abord par la main gauche près du mors, s'il faut faire avancer un pied, ou par la main droite s'il faut le reculer. Les 2 pieds postérieurs sur la même ligne, s'ils ne le sont pas déjà. Avec la main droite que je porte à droite et à gauche suivant le besoin, je décharge une épaule ou l'autre et je fais avancer l'un après l'autre les pieds antérieurs sur la même ligne jusqu'à ce que je trouve le campé suffisant. Je prends avec la main gauche l'étrier et je le chausse. J'appuie la main droite qui laisse les rênes s'allonger si c'est nécessaire sur le côté droit du siège de la selle. Je saisis l'écrin avec la main gauche et je me hisse droit. Je pivote sur l'étrier gauche pour me mettre le plus possible face en avant. Puis abaissant le corps sur l'encolure et m'appuyant sur les mains, la droite sur le pommeau de la selle, je passe la jambe droite au-dessus de la selle en la pliant afin d'éviter l'écartement des cuisses, mouvement qui m'est impossible. Et je passe le pied sur le rein du cheval, d'où je finis par le décrocher après quelques tentatives infructueuses. Quand la souffrance diminue, je m'établis bien en selle et, alors seulement, je porte la jument en avant d'un pas pour faire cesser le campé. Je ne la laisse pas se porter en avant d'elle-même. 7. Mettre pied à terre. En arrêtant, je demande le campé au moyen des mains élevées au début.
ou d'une main agissant alternativement d'un côté et de l'autre, entre parenthèses rêne de filet, en m'asseyant bien. Au début du dressage, en touchant avec un pied ou l'autre la jambe du sabot qu'il faudra faire avancer, j'obtiens le campé que je veux. Dans les commencements, il est bon d'opérer au soleil afin de se régler sur l'ombre, ou même de se baisser, après avoir arrêté les mouvements, pour regarder comment les pieds sont placés. Car tout le monde n'est pas comme Phyllis qui a prétendu qu'on doit, par l'assiette, sentir l'emplacement exact de chacun des pieds du cheval qu'on monte. Maintenant, Vallerine place presque toujours bien ses 4 pieds. Je saisis alors le pommeau de la selle avec la main droite et les crins avec la main gauche, et je me couche sur l'encolure de façon à écarter le moins possible la jambe droite en la passant par-dessus le rein du cheval. Je me tourne face au cheval sur l'étrier gauche, me retenant au bord droit de la selle, d'abord avec le coude droit, puis avec ma main droite, les rênes longues bien entendu. Me cramponnant de mon mieux des 2 mains, je mets tout doucement le pied droit à terre où je ne peux l'appuyer qu'au bout d'un moment. Je lâche l'étrier gauche et je reste plus ou moins longtemps sur les 2 pieds sans bouger en attendant que la forte douleur s'atténue. Depuis l'automne surtout, il m'est impossible d'abord de faire un pas, mais je m'appuie tant qu'il est nécessaire au garrot de Vallerine qui ne fait pas un mouvement. À l'extérieur, quelle que soit son excitation, entre parenthèses, chevaux qui passent, etc., Vallerine reste absolument immobile pour me laisser monter ou descendre. 8. Aide. Pour indiquer ce que j'ai fait au commencement du dressage, avant d'arriver à l'emploi que je fais maintenant des aides, j'écrirai entre guillemets « au début ». Mais avant de mentionner les moyens dont je me sers, je te demande la permission de t'énumérer les sentences des grands maîtres que j'ai eus dans la tête en dressant Vallerine. Petit A, d'Auvergne, né en 1729, a enseigné de 1756 à 1788. Le fondateur de l'équitation militaire française et qui a été un chef d'école dans toute l'acception du mot, a dit, entre guillemets, « L'harmonie naît de l'accord parfait des parties qui font mouvoir et des parties de l'animal qui doivent être mues. Ce grand principe est le fond de l'art. Il n'existe presque point de chevaux parfaitement droits. L'homme de cheval, avec toute la perfection de l'art, passe sa vie à corriger cette imperfection. » On sent, entre parenthèses Général Lotte, que pour ce grand artiste, l'objectif constant a été la recherche du cheval droit. Petit b, Boisdeffre, entre parenthèses 1748, maître d'équitation à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr de 1809 à 1814. Entre guillemets, l'équitation n'est point l'art de faire exécuter à l'animal des mouvements extraordinaires, mais celui de disposer ses forces à un juste emploi. Fermez les guillemets. Et ailleurs, à propos des allures artificielles, ouvrez les guillemets, je n'en dirai rien parce que je regarde toutes ces choses comme des phébus, entre parenthèses, phébus, galimatias, discours embrouillé, empathique. Petit c, Bohan, entre parenthèses, 1751, de 1784 à 1788, aide-major de la gendarmerie de France pour la perfection de son instruction équestre, entre guillemets, dans mon école, les chevaux ne connaîtront pas d'allure artificielle et j'appliquerai toutes les ressources de l'art à perfectionner celles que la nature leur a données. Petit d, Général Lotte, entre parenthèses, 1825-1904, écuyer en chef à Saumur, 1864-1870, entre guillemets, point n'est besoin d'ailleurs d'allure artificielle pour perfectionner le talent de l'écuyer. Cette perfection s'acquérera avec beaucoup moins de danger pour le cheval et bien plus de profit pour son emploi, en faisant usage des seules allures naturelles, pouvant être nuancées, pour ainsi dire, à l'infini. Elles suffisent à alimenter l'intérêt chez l'écuyer. Le célèbre Lubersac ne dressait-il pas ses chevaux en employant la seule allure du pas, et cette manière de faire était tout à fait propre à exercer et à développer son tact. La perfection rêvée réside, tant pour le talent du cavalier que pour le dressage du cheval, bien moins dans l'exécution de ce qu'on est convenu d'appeler les difficultés équestres que dans la pureté des mouvements. Cette pureté repose sur la mise en jeu par le cavalier et sur l'emploi que fait le cheval des seules forces utiles au mouvement envisagé. Fermez les guillemets. À mon modeste avis, l'équitation de fantaisie n'entre dans le domaine de la haute école qu'avec la légèreté. Faire agenouiller un cheval, lui faire frapper du pied aux portes, lui apprendre même à lire, dit-on, c'est de la fantaisie. Mais ce n'est pas de l'équitation savante. Dresser un cheval à passager, à sa guise, à lui, sans légèreté et sans que le cavalier puisse modifier l'allure, la faire naître ou l'éteindre à sa volonté, c'est de l'équitation de fantaisie, mais ce n'est point de la haute école. Tel est l'ordre d'idées dans lequel j'ai dressé Vallerine. Le capitaine Lefebvre, écuyer à Saumur, m'a certifié cette année comme l'année dernière que Vallerine est absolument droite. C'est déjà plus que ce que je prétendais obtenir, 1926. 9. Signaler. Tu te souviens de ce terme des cavaliers d'Afrique. Il s'applique à Vallerine.
Souvent dehors, elle hennit à chaque instant. C'est qu'il y a un cheval dans les environs. Si j'approche de face un cavalier, Vallerine sent son cheval, souffle et, tout à coup, elle crie et jette une jambe antérieure en avant comme le ferait un barbentier. Je pense que la fréquentation des chevaux de ton école lui fera perdre ces habitudes-là. 10. Pas d'extérieur. J'appuie ordinairement la main droite qui tient les rênes sur le garrot de la jument et il est rare que je déplace sensiblement cette main pour m'en servir. Seule la pression des doigts indique le sens du mouvement. Je laisse la tête absolument libre, les rênes étant beaucoup plus flottantes qu'on ne les tient ordinairement. Le pas est très bon, mais si pour marcher avec un autre cavalier ou avec un piéton j'indique un ralentissement, Vallerine se met et reste à la vitesse indiquée. Si je veux m'entretenir avec quelqu'un, Vallerine s'arrête ou se range à une porte ou à une fenêtre sur un trottoir sans bouger avant que je ne lui demande. De même s'il pleut, elle reste immobile sous un arbre tant que je le veux. Elle redoute les objets inconnus placés au-dessus de sa tête, tels que 2 grandes voitures de déménagement qu'on rencontre quelquefois à Dax. Néanmoins, pour tout, elle cède sans hésitation à une pression des doigts qui tient lieu d'effet d'ensemble. Ni les maisons ni leurs balcons ne l'inquiètent. Quand elle veut bondir, entre parenthèses, joie, surprise, la demi-pression des doigts sur les rênes arrête net son élan. Le linge flottant sur des fils de fer ou étendu à terre ne l'effraie plus du tout. Pour le trot et le galop d'extérieur, reporte-toi à Extérieur et haute école, page 54, ligne 32. Descente de main continuelle, maintenir la jument par la simple pression des doigts sur les rênes quand il y a lieu, rendre ensuite. C'est l'ancien, arrêter et rendre. 11. Emploi des aides. Au début, il faut les faire sentir et comprendre. Plus tard seulement, on doit chercher à rendre leur emploi invisible et aussi fin que possible. Main. Il y a les demi-arrêts, la vibration dont on abuse toujours et qui ne consiste pas à secouer les rênes. Entre parenthèses, c'est un simple frémissement presque inapparent de la main. Et enfin, la pression de moins en moins forte des doigts immobiles, la main fixe sur les rênes demi-tendues. Jambes. Au début, coup de mollet ou pression des mollets, des talons ou des éperons. Plus tard, remplacez immédiatement le mollet si l'animal n'obéit pas tout de suite par l'éperon. Enfin, simple effleurement des jambes sans déplacement aucun. L'effet d'ensemble lui-même se réduit à une demi-pression des doigts sur les rênes. Je te conseille de ne t'efforcer d'agir invisiblement des aides que quand la jument te comprendra bien après que tu auras tout obtenu par leur emploi visible et franc. De même, tu agiras sagement en essayant de faire exécuter les différents exercices que les uns après les autres, pas tous dans la même séance. Après en avoir bien fait comprendre un, entreprends-en un autre, et ainsi de suite. La progression que je t'indique pour l'emploi des aides est très importante. Monsieur Pontieux m'a écrit, entre guillemets, « Sur vos photos, vous n'avez pas l'air de vous servir de vos jambes du tout, de sorte que je ne comprends rien à vos effets. On dirait que vos chevaux marchent seuls, etc. » La réponse est bien simple. C'est parce que j'habitue mes chevaux à ne pas se laisser porter, à être aussi légers au talon qu'à la main. Entre parenthèses, Extérieur haute école, page 86, ligne 27. Et à travailler sur de très minimes indications. J'y arrive en suivant la progression que je t'ai donnée. Tu aurais pu monter mes derniers chevaux enfilés comme en mort, sans éperon comme avec éperon. Et pourtant, ils étaient comme Vallerine qui ne fait attention à un serrement de jambe ou à un coup d'éperon que quand elle doit leur obéir. Autrement, elle n'en fait pas cas. Et si un de tes élèves aime les chevaux qui tirent, il n'a qu'à laisser Vallerine s'appuyer. Vois Extérieur haute école à la dernière ligne de la page 33 et la première ligne de la page 34. Plus haut, tu pourras lire aussi. La sensibilité prodigieuse qu'elle présente, entre parenthèses la bouche, quand elle est influencée d'une certaine façon, tandis qu'elle résiste avec une force extrême à une autre manière de faire. 12. Travail de manège. Arrivé dans la carrière ou le manège, arrêtez, élevez la main, demandez la légèreté, l'encolure haute, placez la tête au degré voulu de verticalité, descendre de main, baisser la main, début, reprendre la tête si elle bouge, légèreté. Dans la très expressive statuette de, entre guillemets, Jeanne d'Arc victorieuse, que tu as si bien réussi et que tu as monté sur mon cheval Mabrouk, entre parenthèses, figure 22 de Extérieur et haute école, la direction des rênes est un trait de génie. Accrochée plus bas, elle n'aurait pas obtenu la position verticale du chanfrein. Tant que Vallerine ne sera pas tout à fait confirmée dans le port de parade de l'encolure, exerce-la souvent, ainsi, et tu arriveras sûrement à obtenir à volonté le renversement vers l'arrière, de la partie supérieure de l'encolure, la tête restant verticale. Seulement après avoir obtenu la vraie position avec la main fixe. Il faudra laisser couler les rênes, baisser la main et avoir Vallerine légère et mâchant son mort sur une descente de main, non sur un point fixe. 13. Marcher par les rênes seules. Début. Portez la main d'un côté et de l'autre pour décharger les épaules. Pesez sur l'assiette, au besoin effet de jambes. Actuellement,
La main et les doigts immobiles, indiquez un demi-arrêt par une demi-pression des doigts dans le sens de bas en haut. 14. Arrêter. Demi-pression des doigts et relâchement moelleux. À toutes les allures, le relâchement subi produit l'arrêt instantané. 15. Pirouette renversée par la main seule. Début. De gauche à droite, la coupe venant vers la droite, arrêtez, appui de la reine droite sur l'encolure. Pesez sur l'assiette à gauche, jambe gauche si c'est absolument nécessaire. Actuellement, demi-pression sur la reine droite, la main et les doigts restant immobiles, la demi-pression indique le sens d'un appui du haut, de la reine sur l'encolure. La croupe vient à droite et la pirouette se continue autour du pied antérieur gauche jusqu'à ce qu'on l'arrête. 16. Pirouette ordinaire sur les hanches. De gauche à droite, la tête allant vers la droite, début. Arrêtez, reine d'appui, la gauche qui doit arriver à remplacer tout à fait la jambe gauche chargée de maintenir les hanches. La jambe droite empêchant l'acculement. Actuellement, la reine directe. La droite a, petit à petit, remplacé la reine d'appui. C'est rendu possible par le fait que la jument exécute, sur une simple indication, le tourner autour du pied postérieur droit sans l'intervention de la reine d'appui, la gauche, pour empêcher le poids de l'encolure de rester en arrière, sur l'épaule gauche. La main et les doigts restant immobiles, dans la même position que pour la pirouette renversée, demi-pression de la reine droite, le sens de la pression indiquant à la tête de venir avec l'encolure vers la droite afin de pivoter autour du pied postérieur droit. Néanmoins, Valerine obéit parfaitement à un demi-effet de la reine d'appui. Si tu pousses tant soit peu l'encolure par la reine gauche, elle entamera une pirouette la tête allant vers la droite et inversement par la reine droite. Cela n'a rien d'étonnant, voir Extérieur et haute école, page 6, ligne 2. Et tu liras, le nécessaire est d'assouplir le cheval. Une fois assoupli par un moyen quelconque, il répond à n'importe quelle action logique et judicieusement appliquée, etc. Il est évident que si un cheval a appris à lever une jambe, par exemple, à telle indication particulière, il faut que celui qui le monte pour la première fois connaisse cette indication pour obtenir l'élévation de la jambe. Mais je prétends qu'en équitation courante, un cheval bien mis obéit à toute demande faite logiquement. Ainsi, un animal habitué à partir au galop par les aides latérales partira tout aussi bien et sans hésitation sur un effet des aides diagonales qui modifiera convenablement son équilibre et lui disposera à partir au galop. Voici un exercice qui te montrera le degré d'obéissance aux aides de la jument et qui en même temps t'habituera à bien faire les demi-pressions. Commence une pirouette renversée par exemple, de gauche à droite, la croupe venant à droite par l'effet de la reine droite. Arrivé à moitié de la pirouette, demande la pirouette inverse par la reine gauche et les hanches reviendront à gauche autour du pied antérieur droit. Ou bien par la même reine droite qui a amené les hanches à droite, indique la pirouette ordinaire, la tête allant vers la droite et le mouvement se fera immédiatement. La jument ne se trompera jamais, quelles que soient les variations que tu imagineras. Par les jambes, tu feras le même exercice. Cela, c'est de l'obéissance, de la finesse et de la vraie compréhension du langage des aides. 17. Pas de côté vers la droite. Début. La jambe droite donne l'action. La jambe gauche chasse les hanches vers la droite. Tandis que la reine d'appui, la gauche, chasse l'encolure vers la droite aussi et doit remplacer de plus en plus la jambe gauche. Actuellement, la main et les doigts restant immobiles, demi-pression indiquant sur la reine droite le sens d'un appui du haut de la reine sur l'encolure, comme dans la pirouette renversée. Le bout du nez vient vers la droite, les hanches aussi, et l'impulsion donne le pas de côté. 18. Pirouette par les jambes seules. Pirouette renversée de gauche à droite, les hanches allant vers la droite. Arrêt, descente de main, jambe gauche seule. Pirouette ordinaire de gauche à droite, la tête allant vers la droite, arrêt, descente de main, pression de la jambe gauche immobile, le sens de la pression vers l'avant-main. 19. Arrêt reculé. Demi-pression des doigts, descente de main, le poids du corps en avant. Si tu pèses sur l'assiette, jamais le reculé ne se continuera sans reine. Dans la foule, en reculant, les jambes agissent seules. Dans les contre-changements de main, l'appuyé, en reculant, s'obtient vers la droite par la main gauche en indiquant la direction à l'avant-main par la reine droite, comme pour la pirouette ordinaire. Entre parenthèses, attire la tête vers la droite, la reine droite seule suffit même si elle est bien employée. 20. Du pas et du trot au reculé et inversement. Demandez le reculé en arrêtant, portez le poids du corps en avant en faisant une descente de main. La jument reculant sans reine, revenir au pas ou au trot par une demi-pression des doigts indiquant un demi-arrêt. Entre parenthèses, au début plusieurs demi-arrêts s'il le faut et au besoin action des jambes. Ensuite peser sur l'assiette. 21. Du galop au reculé et inversement. Comme pour ce qui précède, l'assiette indiquant au début le retour au galop en pesant sur le siège du côté opposé au pied demandé. Actuellement, demi-pression des doigts s'exerçant sur la reine du côté du pied demandé. 22. Déplacement d'assiette. Une fois le cheval dressé, les pressions de doigts ou de jambes suffisent sans déplacement de poids aucun.
Je te répète d'ailleurs que, à moins de raisons particulières, une démonstration à faire par exemple, les déplacements de poids ne doivent pas être opérants. Avant de m'occuper du galop, laisse-moi te renvoyer à la page 43, ligne 29 de Extérieur et haute école, entre guillemets. C'est en place ou au pas seulement qu'on peut rendre très vite le cheval léger. Puis à la fin de la page 57 où il est question de deux Lubersac qui montant ses chevaux uniquement au pas les dressaient à toutes les allures, parce qu'ils savaient, entre guillemets, détruire toutes les résistances jusque dans leurs dernières racines. Moi, je rêve toujours à cela, et je suis bien persuadé, toi aussi, qu'en dressage, le succès en tout vient de la préparation du cheval. Entre parenthèses, entre guillemets, le préparer, fermez les guillemets, de la méthode Favreau, fermez la parenthèse. 23. Travail au galop. Le galop s'obtient par les jambes seules, ou par les rênes seules, ou par les deux moyens combinés. J'emploie toujours la main seule. Comme je monte toujours en simple bridon, j'ai toujours le médium et l'index de la main droite sur la rêne droite. Je fais la même chose pour les rênes de bride seules. Entre parenthèses, médium sur la rêne droite. Lorsque j'utilise les rênes de bride et de filet ensemble, je tiens la rêne droite de filet sous le médium et je pose l'index sur la rêne droite de bride. Je trouve cela plus commode. Cependant, Valérie n'obéit aux actions ordinaires de la main de bride seule. Je te conseille de faire comme moi, au moins dans les commencements. Et pourtant, il faut peut-être mieux garder tes habitudes, enfin tu verras. Je demande le départ au galop à droite par la rêne droite. Début. La rêne droite touchant le haut de l'encolure, demi-arrêt répété jusqu'à l'obtention du départ. Les jambes entretenant au besoin l'impulsion. Actuellement, simple demi-pression sur la rêne du côté du pied voulu. Je reste bien assis au galop. Je crois que dans les commencements, la nouvelle position en usage qui met l'assiette en l'air et la tête penchée sur le pied du côté du galop a de gros inconvénients. Rappelle-toi, rester d'aplomb et demi-pression sur la rêne du côté voulu. Avec cela, tu exécuteras tous les mouvements qui semblent extraordinaires ou impossibles. Exemple, passer de la croupe en dedans à la croupe en dehors en galopant à main droite et sans changer de pied. Les deux jambes entretenant l'impulsion. Si c'est nécessaire, amener l'avant-main de la jument à droite pour mettre la croupe en dehors et maintenir le galop sur le pied droit par la rêne droite dont l'action empêche le changement de pied. Dans les commencements surtout, action des deux jambes pour maintenir le galop et enlever l'avant-main à chaque foulée par les rênes, principalement la droite. Mais il est évident, 1. Que j'ai habitué petit à petit la jument au galop à faux en l'exerçant sur de longues lignes, comme la diagonale, en ne demandant d'abord que des semblants d'appuyer pendant quelques foulées seulement et en me montrant très peu exigeant. Je dois dire toutefois que c'est beaucoup plus facile qu'on le pense et que le cheval s'habitue très vite à appuyer au galop à faux. 2. Que si tu contraries le cheval dans son équilibre, tu n'arriveras à rien de bon. Ainsi, dans l'exemple cité, si après avoir mis la croupe en dehors pour aller vers la gauche en continuant à galoper sur le pied droit, tu charges le côté droit du cheval, que tu te penches à droite, que tu regardes le pied droit en mettant, selon la coutume actuelle, l'assiette en l'air et la tête en bas, le cheval prendra le galop sur le pied gauche qui sera allégé. Il faut proscrire les déplacements d'assiette dont l'emploi est aussi difficile que disgracieux. Pourtant, cela n'empêche pas que tout en restant d'aplomb, on peut peser sur une fesse ou sur l'autre, en avant ou en arrière, pour aider l'animal. Prenons les comptes changements de main successifs sans changer de pied, en restant perpendiculaire au petit côté et sans avancer. Entre parenthèses, cette dernière condition est la plus difficile à remplir. Il faut que les jambes agissent fortement, dans les commencements au moins, pour maintenir l'impulsion et l'enlever de l'arrière-main et pour permettre le croisement anormal des jambes du cheval que la main retient. Ce qui rend très difficile le passage des jambes droites en avant, des jambes gauches ou inversement. Il faut aussi enlever l'avant-main à chaque battue, surtout par la rêne du côté du pied du galop. Si en demandant ce mouvement, le cavalier, l'assiette en l'air et la tête en bas, contrarie l'équilibre que l'animal doit prendre, il ne fera, je crois, rien de bon, ni son cheval non plus. Cela sera particulièrement vrai pour le mouvement très difficile, pirouette renversée en galopant sur le pied du dehors. Par exemple, étant sur le pied gauche, pirouette renversée, la croupe allant vers la droite. Il faut par la main empêcher le cheval de se porter en avant. Par la rêne gauche, maintenir le galop sur le pied gauche. Entre crochets, ne pas provoquer le galop à droite en se penchant à gauche. Favoriser, entre crochets au contraire, l'enlever des membres gauches en pesant sur l'assiette à droite et enfin maintenir par l'action des jambes l'enlever de l'arrière-main, lequel doit forcément se faire comme dans le galop en arrière. 24. Pirouette ordinaire, sur le pied droit, la tête allant vers la droite. Arrêter presque, maintenir les hanches et l'allure par les jambes et indiquer la pirouette par une demi-pression des doigts sur la rêne droite, comme pour la pirouette au pas. Sur le pied droit, la tête allant vers la gauche. Arrêter presque, maintenir les hanches et l'allure par les jambes et indiquer la pirouette par une demi-pression des doigts sur la rêne droite indiquant l'appui vers la gauche.
Il est évident que si tu pèses et te penches vers la droite et que tu appuies la rêne fortement sur l'encolure, tu rendras difficile le galop sur le pied droit et tu forceras Vallerine à lancer son pied gauche en avant, entre parenthèses galop à gauche. Pour supporter le poids de l'encolure jeté à gauche, la rêne droite ne doit donc pas appuyer fort sur l'encolure. Elle doit indiquer seulement la direction à l'avant-main, tout en demandant l'enlevé du pied droit. Ton poids se maintenant sur la hanche gauche permet au pied postérieur droit de se lever. Jamais je n'ai songé à de tels raisonnements, et pourtant ils expliquent ce que j'ai fait. 25. Pirouette renversée au galop à droite, les hanches allant vers la droite. C'est très simple. Fais comme pour la pirouette renversée par la main seule, les hanches viendront à droite, surtout si tu les aides tant soit peu avec ta jambe gauche. Ta jambe droite maintiendra l'allure, tu retiendras l'avant-main sur place et la pirouette s'exécutera autour du pied gauche qui se posera toujours à la même place. Garde-toi bien de charger l'assiette à droite, pèse au contraire à gauche. Au galop à droite, les hanches allant vers la gauche. C'est difficile, arrêtez presque, maintenir le galop à droite par la rêne droite, par les jambes et, au commencement surtout, en pesant sur l'assiette à gauche et par les jambes aider la croupe à s'enlever comme dans le galop en arrière tout en se portant vers la gauche sous l'action de la jambe droite. 26. Appuyez à faux, le cheval restant perpendiculaire à la piste. Pour appuyer au galop vers la droite perpendiculairement à un côté, en galopant sur le pied gauche, rêne gauche qui maintient le pied gauche et jambe gauche qui maintient le jeu des hanches en même temps que l'appuyé. Entre parenthèses, élévation du membre gauche qui doit croiser le droit en avant sans le heurter. La jambe droite sert très peu, cependant elle peut aider à entretenir l'allure, l'impulsion. 27. Galop en arrière. Ralentir le galop de plus en plus et arriver à quelques foulées de galop sur place. Plus tard, quand tu seras habitué, tu en feras tant que tu voudras, sans bien entendu fatiguer la jument. Il faut beaucoup de jambes. Pour obtenir le galop en arrière, ralentir le galop et quand il descend au galop sur place, décharger l'avant-main en portant le poids du corps en avant. Semblant de pression sur les rênes pour porter les épaules un peu en arrière et enlever de suite l'arrière-main par une pression des deux jambes. Temps de reculer par la main suivie d'enlever de l'arrière-main par les jambes. Ce n'est pas la main qui doit agir, ce sont les pressions de jambes. Ces pressions des deux jambes doivent se répéter rapidement chaque fois qu'il faut enlever l'arrière-main. Il faut se garder de laisser le galop se ralentir. Cette allure étant plus facile quand elle est précipitée, vibrante, que lorsqu'elle est lente. Je crois bien que je ne cesse pas l'action des jambes avant d'arrêter ou de reprendre le galop en avant. Entre parenthèses, pression sur la rêne du côté du pied du galop. Vallerine a des tendances à se porter à droite en reculant au galop. Il faut éviter de l'entraîner vers la droite en pesant involontairement de ce côté-là. Pour qu'elle reprenne facilement le galop en avant, il est bon de reporter le poids du corps en arrière. Cela suffit même. Le poids du corps en avant ou en arrière a une influence énorme, et les trois quarts du temps, le cheval se porte brusquement en avant, ou le cavalier est impuissant à le faire reculer parce que malgré lui, sans qu'il s'en doute, il pèse sur l'assiette. Avant d'être bien habitué, arrête étant au galop en arrière. Plus tard seulement, tu repartiras au galop en arrière directement au galop en avant. 28. Changement de pied au galop. 1 par la main. Début. Donner la position, c'est-à-dire agir de la rêne du côté du pied demandé, en attirant le bout du nez de ce côté et en appuyant sur l'encolure pour dégager l'épaule. Obtenir le changement de pied par un ou plusieurs demi-arrêts. Je t'ai déjà dit que bien souvent je suis incapable de suivre les prescriptions du général Favreau et c'est particulièrement vrai pour les changements de pied au galop. Je maintiens l'impulsion tant qu'il est nécessaire par les deux jambes agissant également et simultanément. Actuellement, une demi-pression sur la rêne du côté du pied demandé suffit. 2. Par les jambes seules. Descendre de main, agir des deux jambes, celle du côté du pied sur lequel on galope, indiquant le mouvement, et celle du côté du pied le déterminant. 3. Changement de pied au galop au temps. Pression égale des deux jambes à leur place normale et indication des changements de pied par demi-pression alternative sur les rênes droite ou gauche, entre parenthèses, ou de la main gauche tenant les deux rênes de bride ou de filet. Moi, je n'aime pas cette façon-là. Fermez la parenthèse. Une fois au changement de pied du tac au tac, Vallerine ne les cessera plus et tu pourras lui faire exécuter les mouvements que tu voudras, volte, demi-volte, appuyer la croupe en dedans, en dehors, contre-changement de main, en restant perpendiculaire à un côté. Pirouette ordinaire et pirouette renversée, etc. Mais bien entendu, il faudra l'aménager. Pour revenir au galop, demi-pression sur la rêne du côté du pied sur lequel tu voudras reprendre le galop. Les changements de pied du tac au tac constituent une allure peu usitée, et si peu connue qu'elle étonne et est souvent confondue avec le passage, bien que le jeu des membres ne soit nullement le même. J'ai eu la preuve de cela par des spectateurs du travail de mes chevaux. Plusieurs d'entre eux, en effet, après avoir assisté à de nombreux changements de pied au temps, m'ont demandé si l'animal savait changer de pied en l'air. Je n'ai du reste vu qu'un cheval exécutait les changements de pied du tac au tac. C'était un petit cheval B monté par mon maître et dresseur, le capitaine Capitaine, qui commandait la remonte de Sétif en 1906, je crois. Il est vrai
que, je m'empresse de le répéter, entre parenthèses extérieur haute école, page 14, ligne 22, je n'ai jamais vu d'écuyer monter en haute école, pas même à Saumur. 29. Soutien des membres antérieurs. Ayant songé trop tard à l'enseigner, il a fallu que je fasse un usage des aides différent de celui qui fait étendre les membres. Voici, étant arrêté, poids du corps en avant, fermer les deux jambes en agissant de l'arène du côté du membre à élever. Pour cesser, relâcher les jambes et l'arène et remettre le poids à sa place. Même chose pour l'autre pied. Ce sont les jambes vers l'arrière-main qui produisent le soutien, ou une reine isolée avec le poids en avant. Pour passer du soutien à l'extension, la jambe antérieure droite, par exemple, étant au soutien, s'asseoir en faisant passer en avant, entre parenthèses sans bouger la jambe, la pression de la jambe droite. Pour revenir au soutien, poids du corps en avant, pression des deux jambes dans le sens des hanches, agir plus fortement de la jambe du côté du membre levé pour empêcher celui-ci de se poser et le forcer à s'arrêter au soutien. Le soutien d'un membre antérieur s'obtient en partant du pas comme en partant de l'arrêt. Ce sont les jambes toutes deux collées au cheval ou les rênes isolées aidées du poids qui provoquent et continuent le mouvement au pas, plusieurs fois d'un seul côté ou des deux côtés alternativement à la volonté du cavalier. 30. Pirouette renversée, un antérieur au soutien. Maintenir le soutien par les moyens indiqués en pesant franchement sur l'assiette à droite pour le soutien du membre gauche et à gauche pour le soutien à droite. Demi-arrêt répété. Si c'est nécessaire, de l'arène du côté du membre à maintenir levé. Ou mieux, appuyer sur l'encolure, près du garrot, l'arène du côté du membre à maintenir au soutien. 31. Pirouette ordinaire, un antérieur au soutien. Il serait illogique de commencer à porter l'avant-main vers la droite lorsque le membre antérieur gauche est au soutien. C'est donc quand le membre antérieur droit est au soutien qu'il faut indiquer par une demi-pression sur l'arène droite la pirouette ordinaire, la tête allant vers la droite. Un pas obtenu, arrêté. Demandez de suite le soutien du membre gauche, laissez de moins en moins le pied reposer à terre en essayant de continuer un peu la pirouette vers la droite. Actuellement, on continuait la pirouette vers la droite, une idée avant l'arrivée du pied au sol. Et ainsi de suite en mettant alternativement chaque membre au soutien, tout en maintenant les hanches par les deux jambes et par l'assiette immobile. 32. Extension des membres antérieurs. Avant de m'en occuper, laisse-moi te donner une preuve de la nécessité absolue en dressage de ne pas se contenter d'à peu près et d'entretenir toujours l'impulsion. Extérieur et haute école, page 10, ligne 14. Entre guillemets, si le cheval n'obéit pas, le cavalier ne peut s'en prendre qu'à lui-même. C'est qu'il a mal placé son élève ou qu'il ne lui a pas donné l'impulsion nécessaire. Fermez les guillemets. C'est ce qui est arrivé avec Vallerine. J'ai perdu de vue que l'extension des membres antérieurs et le pas espagnol ne résultent pas seulement du fait que le cheval a appris par les aides latérales, par les aides diagonales ou par la cravache à lever ses jambes de devant. Les deux jambes du cavalier doivent agir simultanément et c'est uniquement l'action qui, en faisant passer les forces en avant, produit la bonne extension des membres antérieurs et le pas espagnol. Jusqu'au moment où j'ai commencé à monter Vallerine pour toi, elle a toujours fort mal donné l'extension des membres antérieurs. Et ce qui en découle, et cela se comprend, puisque je la montais très mal. Heureusement, je suis revenu de ma grande erreur et je crois que j'ai pu réparer ces fâcheuses conséquences. Mon retour à la sagesse après cette bévue sans nom me reporte aussi bien à ce que le général Lott a écrit à propos de Lubersac. Le tout est de détruire les résistances. Ensuite, le reste n'est plus rien. Et en voici une preuve. Vallerine légère a, une fois bien conduite, très régulièrement marché au pas espagnol. J'ai alors songé au travail de deux pistes, entre parenthèses que Mimoun exécutait si aisément. En terminant une demi-volte au pas espagnol, puis sur un contre-changement de main à la même allure. Elle m'a donné ses mouvements à la première demande et sans hésiter. L'extension et le pas espagnol sont déterminés par la main jusqu'à l'exécution du mouvement provoqué par l'impulsion. S'asseoir bien d'aplomb, action simultanée des deux jambes, au début, la main se portant à gauche et à droite pour dégager les épaules, demi-arrêt successif et maintenant, demi-pression sur l'arène du côté du membre à faire étendre. Tu feras bien de passer souvent d'un pas ordinaire à un pas plus rapide, puis de revenir au même pas et à un pas tout à fait lent, même de passer à l'arrêt à chaque pas, chaque membre antérieur restant alternativement tendu. Il faut exiger la tension complète sans quoi Vallerine reprendra vite l'habitude de ne pas étendre tout à fait ses membres. Donc dans les commencements, et tant que ce sera nécessaire, si tu es en bridon, prolonge le demi-arrêt. Entre parenthèses, si tu aimes mieux, scie du bridon, tire l'arène du membre à faire lever. Jusqu'à ce que le sabot soit bien lancé en avant avec le genou déplié complètement. Pour obtenir le pas espagnol avec temps d'arrêt de chaque membre en l'air, il faut aller doucement et marquer le temps d'arrêt par chaque reine alternativement. En même temps, les jambes doivent se serrer en s'immobilisant pour arrêter la jambe à l'extension et l'empêcher de s'abaisser. 33. Pirouette ordinaire et renversée avec extension des membres antérieurs.
Comme je viens de l'indiquer avec les membres antérieurs au soutien, mais en restant bien assis en utilisant les pressions de jambes dans le sens de l'avant-main et, pour la pirouette renversée, en appliquant plus nettement sur l'encolure près du garrot, la reine qui doit maintenir la jambe tendue pendant qu'elle tourne autour de celle qui fait pivot. 34. Appuyer au pas espagnol. Ces mouvements que Robert Sartre et Mimoun exécutaient très bien et sans difficulté s'obtiennent comme au pas ordinaire, mais en indiquant l'appuyé de l'avant-main, tantôt par la reine d'appui, tantôt par la reine directe, attirant la tête du côté vers lequel elle doit aller, selon que l'élévation de l'un ou de l'autre des membres antérieurs laisse la lire disposition de l'une ou de l'autre reine. Exemple. Appuyer la croupe en dedans étant à main droite. La jambe gauche chasse les hanches. La main droite faisant lever le membre antérieur droit a besoin d'être aidée par la reine gauche d'appui pour porter l'avant-main vers la droite. Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit de Vallerine qui pourrait croire qu'on lui demande une pirouette renversée avec extension de l'antérieur droit, la main gauche dont l'appui fait ordinairement lever le membre antérieur gauche pourra en même temps pousser l'avant-main vers la droite, mais il est bon de la faire aider par la reine droite. Tout simple qu'il paraisse, ce travail demande de l'attention et de la justesse dans l'accord des aides. Il s'obtient plus facilement au trot espagnol qu'au pas si le cheval est bien sur les hanches. 35. Coup de sabot. Vallerine a, si on le lui demande, un geste très élégant au pas espagnol. Il consiste en un coup de sabot en avant marquant l'extension de chaque membre. Pour obtenir l'extension, il faut, en s'asseyant, faire, on le sait, une pression des doigts, donner un demi-arrêt sur la reine du côté du membre à faire lever. En ne cessant pas cet effet de la main, en l'accentuant au contraire, au moment où l'extension se produit, par une seconde pression des doigts, on provoque la détente du pâturon qui lance le sabot en avant. Mais il faut que les jambes agissent en même temps, ou au moins l'assiette. Entre parenthèses, et la cravache sur le côté droit pour une amazone. Afin d'exciter l'action qui pousse les forces jusqu'à l'extrémité du sabot. 36. Piaffé. Comme tu n'as pas coutume d'enseigner le piaffé avant le passage, je t'engage à ne demander d'abord le piaffé qu'en ralentissant le passage. Pour cela, quand tu en arriveras au premier pas de passage sur place, baisse la main, rends et entretiens le piaffé par de petits coups de mollet donnés à propos, tout en restant d'aplomb le plus possible. Après 2 ou 3 pas, reprends les rênes en fermant doucement les jambes. Entre parenthèses, tu n'en auras même pas besoin. Pour revenir au passage. Quand tu seras habitué, de simples demi-pressions des doigts suffiront. Lorsque tu te seras rendu compte de ce qu'est le piaffé de Vallerine, tu pourras le demander étant à l'arrêt. Demi-pression des doigts pour demander la légèreté, puis jambe seule, puis main seule pour empêcher le départ au passage, et ensuite plus rien du tout. Pour terminer, effet d'ensemble, ou bien, selon ce que tu voudras obtenir, demi-pression des doigts au relâchement subi qui produit l'arrêt instantané. Appuyer d'un côté et d'autre en restant perpendiculaire à un côté. Indication de la jambe gauche pour appuyer à droite et très légèrement de la reine droite si c'est nécessaire, tout en entretenant le piaffé s'il y a lieu. Quand tu seras habitué, il te suffira de peser sur le côté droit de l'assiette sans déplacement du corps bien entendu. C'est facile à demander mais peu amusant pour le cheval à exécuter, parce que les sabots gauches se posent quelquefois sur les sabots des pieds droits, en appuyant vers la droite et inversement en appuyant vers la gauche. 37. Passage. Étant arrêté ou au pas, légèreté. Demi-pression sur les rênes dans le sens de la hauteur, effet alterné des 2 jambes au besoin. Tout rendre et fixer la main. Les jambes et la main agissent, à peine, donner la cadence et la vitesse désirée. Le mieux est de n'avancer que très peu à chaque pas. En somme, ni main ni jambe une fois l'allure obtenue. Pour arrêter ou revenir au pas, effet d'ensemble ou relâchement subi des rênes pour arrêter net. Plus moelleux pour passer au pas. Tous les mouvements d'appuyer s'obtiennent comme au pas, tout en entretenant le passage bien entendu, ce qui est facile car la jument y reste d'elle-même. Demi-pirouette ordinaire et renverser la tête à l'envers la droite. Demi-pression sur la reine droite comme pour les mêmes mouvements étant arrêtés. En faisant exécuter ces pirouettes au piaffé par l'action des jambes et de la main à chaque pas, le cavalier se donne beaucoup de mal sans être satisfait. Au contraire, en indiquant seulement les mouvements par les rênes, le cheval agit seul. Tout se fait sans effort, sans heurts, et le cavalier ressent l'impression de bien-être, de contentement que seul procure le travail exécuté avec légèreté, avec descente de main et de jambes. C'est une joie indéfinissable et si agréable qu'on s'en passionne et qu'elle chasse loin derrière elle toutes les sensations enivrantes de l'équitation. Promenade dans les plus jolis sites à l'air si pur de l'aurore, vitesse, saut, chasse à court, succès en public, etc. Tout cela amène peut-être plus d'excitation, d'enthousiasme, mais rien n'égale le charme réel, complet, pur de tout sentiment étranger à l'équitation que la légèreté procure. C'est le charme suprême auquel rien ne saurait être comparé. Tu l'éprouveras avec Vallerine quand tu la monteras sans main ni jambes, et ce sera alors que tu désireras être seul dans ton manège, monter pour toi et pas pour les autres, même si tu devais les éblouir. Lorsqu'elle sera légère en travaillant en public, tu ne te soucieras plus des admirateurs.
38. Trot en arrière. C'est le seul exercice que Valerine n'exécute pas facilement. Elle s'y met dès qu'on le lui demande, mais il faut la régler. Autrement, elle se donne trop de mal, fait des battues trop longues et ne travaille pas bien. Évidemment, elle s'habituera. Pour l'obtenir au début, balancez la main moelleusement de bas en haut, de droite à gauche et de gauche à droite, comme pour indiquer le reculer successivement de chaque bipède diagonale. Restez bien d'aplomb, chargez plutôt les épaules que les hanches. Ne pas porter la main en arrière et fait alternative des jambes au contraire, s'il le faut pour continuer la cadence. Actuellement, demi-pression sur les rênes pour indiquer le mouvement, puis plus de main. Jambes pour maintenir la cadence des diagonaux, entre parenthèses par pression alternative. Après quelques foulées, arrête. Quand l'accord sera parfait au trot en arrière, entre toi et Valerine, au lieu d'arrêter après ce trot, tu repartiras au piafé ou au passage par les jambes ou par l'assiette seule. Mais ne repars pas trop tôt par l'assiette, entre parenthèses, en pesant sur l'assiette. Afin que la jument ne prenne pas l'habitude de se délivrer du trot en arrière et de se reporter en avant, quelquefois trop brusquement, au moindre déplacement involontaire que tu feras. Pour le trot en reculant, méfie-toi, sois très peu exigeant dans les commencements. Contente-toi de quelques foulées et reporte en avant par les jambes et par l'assiette. Remarque, il faut bien se rendre compte que dans le trot et le galop en arrière, ce ne sont pas les membres postérieurs qui cèdent et se déplacent sous le poids de la masse qui les écrase, ils entament véritablement l'allure. Dans le galop en arrière bien exécuté, les membres postérieurs ne se précipitent pas en arrière pour parer au choc de la masse. L'arrière-main s'enlève positivement par un coup de rein et les membres ne sont nullement écrasés. Ils n'ont qu'à se plier pour s'élever en se portant en arrière. Entre parenthèses, voir la photo de Valerine au galop en arrière. Au trot en arrière, Valerine continue le reculer tant que je le veux. J'en reviens toujours à, entre guillemets, Sambre et Meuse, et j'en chante facilement plusieurs couplets avec refrain, pendant que Valerine recule au trot. Toutefois, tu feras bien d'être très attentif des jambes afin de les employer, le cas échéant, pour l'empêcher d'accentuer le mouvement du diagonal gauche plus que celui du diagonal droit. Pour cela, tu marqueras le jeu des membres par des appuis alternés de tes jambes. Entre parenthèses, imperceptible toujours, ce qui est facile avec les jambes près. La jambe gauche marquant simplement la cadence sans appuyer et la jambe droite agissant véritablement pour faire lever surtout le postérieur gauche. À ce propos, je te rappelle qu'il y a deux manières de se servir des jambes. La première est de conserver les jambes à leur position régulière, académique si tu veux, et de ne s'en servir que par indication imperceptible quand le cheval est devenu fin. On l'emploie pour tout, effet d'ensemble, donner l'impulsion, etc. La deuxième manière doit s'employer momentanément en dressage pour donner de l'élévation aux membres postérieurs et provoquer l'action du rein. Tu as dû remarquer qu'un cheval semble parfois longtemps être sur le point de donner le piafé ou le passage. Ses membres manient bien et on croit toujours que le passage se produit, mais il n'en est rien. Tout d'un coup, on sent la réaction qui indique le passage, réaction non heurtée, quand la leçon a été donnée savamment, mais réaction quand même. Dès ce moment, le but est atteint. C'est que, entre parenthèses, selon moi bien entendu, les forces se sont tout à coup concentrées dans les deux membres de chaque diagonale au moyen du rein du cheval. Il en est de même pour le trot espagnol. Quand tu as obtenu deux foulées d'une de ces trois allures-là, auxquelles je pourrais ajouter le trot en arrière, c'est fini. Le cheval y est dressé à jamais. Il ne reste plus qu'à améliorer, régulariser, assouplir, donner de l'ampleur et du brillant. Or, toujours selon ma modeste pensée, c'est par la seconde manière d'employer les jambes qu'on arrive le mieux à la coopération des membres postérieurs et du rein. C'est cette coopération qui seule permet les mouvements, tandis que c'est le beau placé de l'encolure qui permet à l'avant-main du cheval de donner le brillant. 39. Trot espagnol. Dans Extérieur et Haute École à la page 70, ligne 15, il y a, entre guillemets, pour déterminer l'enlevé de l'arrière-main qui caractérise le trot, il faut surprendre le cheval à propos, au bon moment, par une attaque des deux éperons. J'aurais dû écrire, entre guillemets, l'enlevé de l'arrière-main qui se produit dans le trot, et non qui caractérise, car ce sont les battues par diagonaux qui caractérisent le trot. Quant à l'attaque des deux éperons à la fois, elle est difficile à donner et elle est dangereuse. Lorsque le cheval est bien habitué au passage, l'action des mollets suffit. Contrairement à ce qui se passe ordinairement, d'après ce que le général Favreau de Kerbrecht m'a écrit en 1903, dans le trot espagnol, le cheval, entre guillemets, se cadence très lentement en jetant ses membres antérieurs en avant et très haut quand il est bien fait. Je te répète encore que je ne suis pas capable d'appliquer tous les procédés enseignés par le général Favreau. Pour le trot espagnol particulièrement, ce n'est que par respect et par conviction de la haute supériorité de l'illustre homme de cheval que j'ai indiqué d'arriver au trot espagnol en, entre guillemets, accélérant l'allure de plus en plus de manière à obtenir insensiblement la naissance du trot. Cela m'a toujours paru assez difficile à obtenir, pénible à exécuter par le cheval et de nature à trop précipiter la cadence. Phyllis a indiqué de surprendre le cheval par les éperons quand il est au pas espagnol.
Il fait, a-t-il écrit, un petit saut, etc. Ce petit saut est le commencement du trot espagnol, mais avec des chevaux nerveux, le procédé n'est pas pratique. Voilà pourquoi je te donne la façon de faire toute personnelle qui m'est la plus commode. Son emploi est facile, très simple, et n'excite pas du tout le cheval. J'ai trouvé ce procédé avec Robert Sartre, et j'ai obtenu sans difficulté aucune de Robert Sartre, d'Iris et de Mabrouk un trot espagnol que je peux, sans la moindre exagération, qualifier d'extraordinaire. La cadence était tout à fait lente, entre parenthèses, voir figure 18 dans Extérieur et Haute École, comme l'œil de l'irascible Mabrouk est calme et doux. Fermez la parenthèse. Et les membres s'étendaient complètement en se lançant en avant comme pour atteindre un objet placé devant eux, ainsi que le bras qui s'étend dans les exercices de boxe. Pourtant, ces trois chevaux étaient nerveux, et tous ceux qui ont connu Robert Sartre et Mabrouk savent qu'ils étaient même exaspérés. En habituant le cheval à passer d'un passage long, entre parenthèses, défilé au pas en allant très lentement, au pas espagnol et du pas espagnol au même passage, il arrive un moment où, presque sans le vouloir, on obtient une battue de trot espagnol. Passer au pas, légèreté, caresser, le trot espagnol est compris sans hésitation, sans difficulté, ni pour le cheval ni pour le cavalier. Le passage lent a une cadence déjà rapide pour du pas espagnol. Il faut donc activer le pas espagnol jusqu'à cette cadence. Entre parenthèses, rapprochement des battues par bipède diagonale. Et, à mesure que la différence diminue entre la cadence des deux allures, on se rapproche du trot espagnol dont les battues sont très éloignées, ce qui en fait la beauté. Il est bon ensuite de demander un peu de pas espagnol très calme. Quoi qu'il en soit, ce serait une fort grave erreur de croire que le trot espagnol s'obtient tout seul. Les premiers résultats sont un trot dont les foulées sont assez longues. Les avant-bras s'élèvent, mais sans extension des canons et des pâturons, et les épaules ne se détachent guère en avant. À mesure que le poids cesse petit à petit de se porter sur les épaules, celles-ci se détachent davantage. Les foulées des membres postérieurs se raccourcissent, la cadence du trot se ralentit, l'arrière-main s'assied et, tandis que l'allure descend presque jusqu'au piafé, l'avant-main se dégage et les membres antérieurs se lancent en avant de plus en plus haut, de plus en plus loin. La photographie de Mabrouk, figure 18, page 71, est bizarre. Elle a été prise à un mauvais moment, car le membre antérieur gauche s'écarte en dehors et il est étendu sans que l'épaule soit très détachée, comme elle se détachait habituellement. La photographie de M. Pontieux, montant Marc Aurèle, au trot espagnol à Fontainebleau en 1926, est un tableau féerique et l'enthousiasme transporte son admirateur au sommet de l'Olympe, dans le monde des dieux prestigieux. Et il y a de quoi, seulement, demande au savant et habile écuyer quelle somme de persévérance son grand talent a déployé pour arriver à cette œuvre magnifique, exceptionnelle. Si tu as la chance de posséder les photographies dont M. Pontieux m'a très courtoisement envoyé des exemplaires, tu as la meilleure preuve qu'il soit possible de trouver, touchant ce que je viens de te dire. Examine-les par ordre de date. 1923, trot à longue foulée sans extension. 1924, 2 épreuves, l'une est dans ce sens et l'autre au pas espagnol dans ce sens. À figurer page 697 du Sport universel illustré du 24 octobre 1924. Le poids est encore sur les épaules et c'est ce qui m'a fait écrire très sincèrement à M. Pontieux que son cheval était trop sur l'avant-main, que loin de manquer d'impulsion comme la critique le prétendait faussement, il était trop en avant. En septembre 1926, il n'y a plus qu'à se prosterner. Vallerine au trot espagnol. La mettre au pas espagnol par les rênes seules. 1. Cavalier. Pression très progressive des jambes et en même temps action de rêne isolée. Entre parenthèses, sans abandonner la bouche de l'autre rêne. Continuez jusqu'à l'extension qui suit l'élévation. Pour demander le piafé ou le passage, les jambes agissent alternativement, ici. Elles agissent simultanément et ne se relâchent que si l'obéissance aux rênes permet de supprimer l'action des jambes. Point important, des artistes même très brillants baissent la tête ou le corps en avant ou de côté, soit pour voir les membres du cheval, soit par inadvertance à cause des réactions ressenties. C'est très contraire à la bonne exécution de l'allure, car cela gêne tout à fait le jeu des épaules de l'animal. Il est donc essentiel de bien s'asseoir sans se raidir aucunement. Si les membres s'étendent bien, ils seront vus par le cavalier et sans qu'il baisse la tête, en avant des épaules du cheval qui travaillera avec aisance. Second moyen, mettre Vallerine au passage très lent en suivant mentalement la mesure du défilé au pas très lent. Descente de main et de jambes complètes pour ne troubler aucunement le passage. J'entends par là, non pas allonger les rênes et écarter les jambes, mais simplement cesser complètement et moelleusement l'action des aides. L'allure étant parfaite, demandez alternativement par chaque rêne, comme je viens de l'indiquer plus haut, l'élévation et l'extension des membres antérieurs.
Quelques foulées obtenues, revenir au passage avec descente de main et de jambes, puis passer au pas ou arrêter pour récompenser, caresser. Bientôt, je te le garantis, tu auras un trot espagnol magnifique, avec descente de main et de jambes complètes. Et, sans aucun mouvement apparent, tu exécuteras facilement tant de foulées de passage et tant de foulées de trot espagnol. Je t'ai écrit que tout en exécutant les figures ordinaires de manège, je faisais faire à Vallerine, tout à fait sage et calme, 4 foulées de passage et 4 foulées de trot espagnol alternativement. 2. Amazone. Mettre Vallerine au pas espagnol ou au passage très lent comme je viens de l'expliquer pour le cavalier. Mais pour chaque moyen, remplacer l'action des jambes du cavalier, soit par l'action de la jambe gauche et de la cravache à droite, soit par la cravache frappant par petits coups sur l'épaule droite, en avant, au moment de l'action de chaque reine demandant l'élévation des membres. On doit arriver à ralentir beaucoup, à diminuer l'étendue des foulées des membres postérieurs et à augmenter la hauteur et l'énergie des coups de sabot des membres antérieurs. Si ces moyens ne réussissent pas bien, il faut pour le cavalier comme pour l'amazone procéder ainsi. Mettre Vallerine au trot espagnol ou au passage. Prendre les 2 rênes dans la main gauche, les rênes courtes, et agir par une sorte de balancement vertical de bas en haut et de droite à gauche, comme je te l'ai indiqué pour le pas de manège, entre crochets, paragraphe 13, page 81 du présent ouvrage. Les actions de main se faisant lentement et avec l'énergie voulue, toucher de la cravache pour l'élévation de chaque membre antérieur, le poitrail de la jument ou au mieux l'épaule le plus en avant possible. L'obtention du trot espagnol est certaine ainsi, et il ne reste plus qu'à remplacer petit à petit les coups de cravache sur le poitrail par les actions mentionnées ci-dessus des aides supérieures et des aides inférieures. 3e moyen, mettre Vallerine au passage très lent, entre parenthèses défiler au pas. Descendre de main de façon à n'agir aucunement sur la bouche et à éviter qu'elle lance à demi ses membres antérieurs. L'allure étant calme, quoique très vibrante et bien cadencée, et lever les mains. Si la jument bourre pour s'échapper, ce qu'elle m'a fait et fera encore peut-être tant qu'elle ne sera pas familiarisée avec le trot espagnol, pression énergique des doigts, rendre, fixer la main, presser, rendre, fixer. Tout cela se faisant sans déplacement des mains bien entendu. La légèreté obtenue petit demi-arrêt de bas en haut, sans mouvement apparent des mains, pour élever et étendre alternativement les membres antérieurs et fermer en même temps les jambes en avant ou, pour une amazone, toucher de la cravache en avant de l'épaule. Après quelques foulées, revenir au passage, puis passer au pas, arrêter, caresser. Petit a. Du pas ou de l'arrêt au trot espagnol. Étant au pas, préparez délicatement le passage, puis avant l'exécution de la première foulée de passage, demandez, sans brusquerie, et obtenir le trot espagnol par les moyens ci-dessus indiqués. C'est le trot espagnol pris directement en partant du pas. Même moyen en partant de l'arrêt, mais il ne faudrait faire cela que très sagement, tant que la prise du trot espagnol énervera un peu Vallerine, tant qu'elle ne restera pas absolument calme avec toi. Quand elle en sera là, il faudra petit à petit demander plus d'élévation et d'extension des membres antérieurs, plus de ralentissement, plus de raccourcissement des foulées des membres postérieurs. Tâchez de reprendre toujours le passage ou le pas, de cesser le trot espagnol avant que la jument le cesse d'elle-même. Ce qui n'empêche pas de demander chaque jour un nombre plus grand de foulées de trot espagnol. Petit b, trot espagnol sur place. Il s'obtient en unissant beaucoup de moelleux de la bouche et de la main du cavalier à beaucoup d'actions, le cavalier étant très assis. Petit c, trot espagnol à seul membre s'étendant. Ce mouvement a surpris Vallerine, parce que dans son exécution, les foulées diagonales doivent forcément continuer à se faire dans le même espace de temps, quoique le membre antérieur ne s'étende que dans un seul diagonal. Pour l'obtenir, se servir de la rêne du côté du membre, à faire lever, et en même temps, du talon du même côté, par un à-coup d'éperon si c'est nécessaire. Quand le trot espagnol est enseigné, les jambes du cavalier doivent agir en avant de la sangle. 40. Trot à extension soutenue. Il est très facile à apprendre quand le trot espagnol se fait bien. Il faut demander simplement plus de rapidité et moins d'élévation des membres antérieurs. Bien entendu, les foulées de l'arrière-main s'étendent. Entre parenthèses, voir Robert Sartre, figure 19, page 71 dans Extérieur et haute école. Tu ne pourras rien désirer de plus de Vallerine qui est déjà incomparable au travail au galop. 41. Donner du brillant. 1. À toutes les allures, rassembler. Le rassembler anime, réveille, surexcite l'activité. Donne la vie et le brillant. Entre parenthèses, Extérieur et haute école, page 45. 2. Au pas, entre parenthèses, de manège bien entendu. Depuis bien des années, j'habitue mes chevaux à un pas que je copie, en exagérant peut-être un peu sur la démarche qui m'avait frappé chez la jument la plus majestueuse que j'ai vue de ma vie et que malheureusement je n'ai pas eu le bonheur de garder longtemps. Elle se nommait Capucine. Elle est morte étranglée par la maladresse d'un officier qui me l'avait demandé. 1887. Entre parenthèses, France hippique 1909, page 406.
Ce n'est pas le pas d'école comme plusieurs l'ont cru, c'est tout simplement un diminutif très éloigné du pas espagnol et dans lequel l'animal scande son allure, cadence le jeu de ses membres antérieurs, qu'il étend plus que de coutume avant de les poser à terre. Tu l'obtiendras de Vallerine par l'un des 4 procédés suivants. Petit A. Par tes jambes qui, sans mouvement apparent bien entendu, marcheront avec les membres antérieurs de la jument, entre parenthèses, pression pendant le posé du pied. Petit B, avec la main qui esquissera, invisiblement, une oscillation de bas en haut et de haut en bas, vers la gauche et vers la droite, en dégageant alternativement l'une et l'autre épaule au moment du lever du membre antérieur. Petit C, par une demi-pression sur l'arène du côté du membre que tu voudras impressionner. Petit D, par la combinaison de la main et des jambes, et en somme par une pression imaginaire de la main, par rien du tout quand tu connaîtras la jument. Troisièmement, au passage. Petit A, passage animé. Activer l'allure, lui donner la cadence musicale d'un pas redoublé rapide, la jument est toute joyeuse en prenant cette allure. Demi-pression des doigts vers le haut, jambes plus près, tu auras ainsi un passage se rapprochant de l'allure pleine d'entrain prise naturellement par les chevaux en liberté quand ils sont excités. Entre parenthèses, surprise, gaieté, besoin de jouer. Le capitaine Lefebvre, écuyer à Saumur, appelle cela, entre guillemets, trop passager, et il le trouve très brillant. Cette expression dénote qu'à Saumur, comme un peu partout, on nomme passage le trop saccadé honni par le général Favreau, qui est loin d'être la concentration des forces, et que je désigne par, entre guillemets, passage naturel. Entre parenthèses, extérieur et haute école, pages 63 et 65. Petit B, passage rebondissant, gazelle. Étant au passage à une cadence moyenne, donne en même temps par tes doigts et par tes mollets de petites pressions invisibles, subites, et faites de bas en haut comme pour enlever la jument dès qu'elle touchera le sol par bipèdes diagonaux. Ces actions soudaines exécutées au moment du posé de chaque diagonale te donneront ce qu'on pourrait appeler passage rebondissant ou à ressort, ou passage de gazelle, dans lequel les sabots rebondissent comme ceux des gazelles, comme des billes d'ivoire. Très important. Dans le passage animé et surtout dans le passage rebondissant, la main ne doit jamais agir latéralement ou sur une seule reine, puisque c'est le moyen d'obtenir le galop au changement de pied. Elle peut agir dans le sens de bas en haut pour donner de l'énergie, mais c'est tout. 42. Changement d'allure. Je t'ai dit que je ne trotte à l'extérieur que tout à fait exceptionnellement, et pour l'instruction de Vallerine, mais au travail de manège, jamais je n'ai trotté. Je n'ai employé que le pas, le galop et le passage. Aussi, quand j'ai voulu, à la fin de mars 1927, monter la jument en vue de son futur emploi à Paris, il m'a été impossible de la mettre au petit trot de manège. Je n'obtenais que du passage. Nous avons tout de même fini par nous entendre, et maintenant, j'obtiens très facilement les changements du passage au trot et du trot au passage, toutes les 3 ou 4 foulées. 1. Du passage au trot. Début. Commencement d'épaule en dedans, en attirant franchement le nez de la jument vers l'épaule. Actuellement. Effet de reine dans le sens de la hauteur. La jument a compris et elle obéit très bien à la moindre indication, du moment qu'elle sait passer du passage au petit trot. Il n'y a plus de difficulté à craindre. Cependant, au moins dans les commencements, tu feras bien de ne pas exiger trop d'élévation d'encolure. Et pourtant, il ne faut pas trop non plus laisser l'encolure se baisser. Si tu devais monter la jument toi seul, je serais tranquille, malgré ton poids. Mais ce qui m'inquiète, ce sont les élèves et les amateurs. Je ne crains pas un cavalier modeste, mais il n'en est pas de même des autres, et malgré ma volonté, je m'attriste à l'idée que Vallerine sera malmenée si elle est montée par des gens se croyant malins. 2. Du trot au passage. Rien de plus aisé. Il suffit de fixer la main dans le sens de la hauteur. Un demi-arrêt et une pression de jambe seraient superflus. Pourtant, tu pourras peut-être les employer dans les commencements, tu verras. Les changements d'allure doivent se faire insensiblement, sans arrêt et sans à-coup, sans modification brusque dans les mouvements. C'est ainsi que du passage au piaffé et du piaffé au passage, pas plus que le spectateur, tu ne te rendras exactement compte du moment précis du changement d'allure et tu repartiras sans t'en apercevoir du piaffé au passage, à condition bien entendu que tu ne surprennes pas la jument par des effets brusques des aides. De même du galop au trot ou au passage et inversement. De même du pas espagnol au passage et inversement. Mais là, les allures n'étant pas du tout les mêmes, on s'aperçoit mieux du changement, quoiqu'on n'en reçoive non plus aucune secousse, aucun à-coup. Entre parenthèses, extérieur de tes cols, page 3, ligne 27, entre guillemets, sans que je m'en aperçoive, j'éprouve la sensation qu'on ressent dans un bon wagon d'un train bien conduit au départ. On est obligé de prêter l'oreille au bruit des roues pour savoir si l'on est en marche. De l'arrêt au passage et inversement, ou de l'arrêt au galop et inversement, tu n'auras qu'à agir par demi-pression soudaine des aides et par relâchement subi des rênes, entre parenthèses, pas de jambes. Tu pourras t'amuser à faire 5 foulées de galop, arrêter, 4 foulées ou 3 foulées, arrêter, 2 foulées, 1 foulée, arrêter, et repartir sur le même pied ou sur l'autre pied. Vallerine le fait très bien et sans s'exciter. Troisièmement, du trot ou du passage au galop et inversement. Demi-pression de l'arène du côté du pied sur lequel on veut galoper.
Pour revenir au trot, rompre le galop par un effet direct de la reine opposée au pied du galop, en restant bien d'aplomb. L'effet de la reine ne doit pas être un demi-arrêt qui pourrait provoquer un changement de pied. Étant au galop, pour revenir au passage, fixez la main dans le sens de bas en haut. Pour reprendre le galop, demi-arrêt ou pression des doigts sur la reine du côté du pied demandé. Quatrièmement, des changements de pied au temps, au passage et inversement. Fixez la main au lieu de continuer à la balancer ou à presser une reine puis l'autre. Au besoin, pression alternative des mollets agissant sur les diagonaux. Pour revenir au changement de pied au début, demi-arrêt et, actuellement, demi-pression sur la reine du côté du pied par lequel on veut entamer l'allure. Fixez de suite les jambes à leur place normale et pression alternative des reines pour entretenir les changements de pied au temps. Cinquièmement, du passage au pas espagnol et réciproquement. C'est tout simple. Étant au passage, passez au pas et demandez le pas espagnol. Repassez au pas et reprendre le passage. Quelques essais suffisent pour se faire comprendre en restant au pas de moins en moins longtemps. Maintenant, une autre chose très importante. Ne me crois pas fou et écoute-moi. Pour tous les mouvements à cadence, il faut chanter mentalement. Je ne dis pas fredonner, je dis chanter en toi-même, sans bruit, sans que le cheval t'entende. Soit une marche plus ou moins lente, soit un pas redoublé rapide, suivant la cadence à donner. Ainsi, pour enseigner le piaffe, entre parenthèses, ou le passage naturel d'après le procédé que je t'ai indiqué, fermez la parenthèse, laisse-toi conduire par l'air, entre guillemets, quand les beaux pompiers vont à l'exercice. Fermez les guillemets. En le cadençant très lentement. Il faut toujours traîner plus qu'en marchant à pied, à moins que ce ne soit l'ancienne marche des dragons qui était extrêmement lente. Pour allonger le passage, essaye, entre guillemets, Madelon, ou quelque chose de ce genre, et tu verras comme tout ira à souhait, comme tu seras heureux, tout à fait heureux. Pars sur, entre guillemets, Sambre-et-Meuse, le régiment de Sambre-et-Meuse, etc. Puis quand tu arriveras au couplet, va de plus en plus lentement. Arrive au piaffe en chantant, mentalement bien entendu. Et le général, veillard, débile, etc. Les paroles ne font rien, je n'en connais presque pas, mais j'ai bien des airs dans la tête et c'est suffisant. Ma marche habituelle est Sambre-et-Meuse, plus ou moins lente suivant le besoin. Je ne te dis pas d'enseigner le chant ni de battre la mesure à tes élèves, mais pour toi, pour tes chevaux, laisse-toi conduire mentalement par la musique et tu seras surpris du résultat. Certains chants d'église sont d'un effet étonnant. Par exemple, le, entre guillemets, Stabat Mater, lent pour le piaffe ou, entre guillemets, Ave Maria Stella, très lent. Pour le passage animé, je me laisse enlever par cet air vif de, entre guillemets, la mascotte, entre guillemets, en poste, en poste, en poste, en poste, au galop, etc. Et ça va à merveille. Pour préparer le trot espagnol, passage très lent sur le défilé au pas, sonner très lentement. Je ne peux pas te dire les notes ni la mesure, mais tu dois les connaître. Tu vois, mon vieil ami, que je te donne absolument tout ce que je peux, sans réticence, sans fausse honte, ni amour-propre ridicule, ni vanité mal placée, avec la seule pensée et le grand désir de t'être agréable et de t'aider de toutes mes pauvres forces. À toi maintenant de voir si Vallerine est mise convenablement. Entre parenthèses, je ne parle pas des airs de fantaisie, quoique, sauf Robert Sartre, aucun cheval n'a exécuté son travail au galop. Tu me diras si, d'après toi, elle est une preuve favorable à l'expansion des idées et des procédés de dressage exposés dans l'extérieur et haute école. La seule chose que j'ambitionne, tu le sais, est de contribuer à éviter au cheval les mauvais traitements dont il est trop souvent victime au dressage. Et tu sais aussi que je suis un ours absolument insensible aux compliments. Étranger à toute espèce de vanité, je n'ai jamais eu qu'une idée, le dressage complet des chevaux, sans brutalité, sans fatigue, sans difficulté ni pour le cavalier ni pour le cheval. Hélas, je n'ai pas fait pour cela ce que j'aurais voulu, mais en me retirant, je n'ai pas non plus à me faire de reproches, car j'ai, entre guillemets, la conviction d'avoir agi pour le mieux dans la sphère d'action que la destinée m'a tracée. Vallerine dans son nouveau métier. Monsieur Gougaud, propriétaire directeur de l'école d'équitation Jules Pellier, 31 mai 1927. Vallerine est charmante, elle est distinguée dans sa forme et son geste. Je ne parle pas de son dressage qui est parfait, elle donne ses airs de haute école avec une docilité et un brio au-delà de tout éloge. Je suis très flatté de l'avoir à la maison et de la préférence que vous avez bien voulu me donner. C'est un cadeau inestimable. Monsieur Bernard et moi sommes ravis. Je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas être allé à Dax, ce qui m'aurait permis de vous la voir monter et de me rendre compte mieux encore de la bonté de votre méthode, car je ne doute pas que malgré nos efforts, nous n'atteignions pas votre précision ni votre maîtrise. Madame Pontieux, 3 juin 1927. Le capitaine Bernard, mon professeur et notre ami commun, m'a fait le grand plaisir de me laisser monter Vallerine. J'ai donc pu apprécier, bien qu'étant encore apprenti dans la matière, le fini de son dressage et la souplesse de ses allures. Elle a fait l'admiration de tous les connaisseurs qui l'ont vue, en raison de son élégance, de sa race et du brillant de son tissu. Le capitaine Bernard m'avait écrit, avant d'avoir monté Vallerine,
Madame Pontieux est ma meilleure élève. Passionnée par l'équitation, elle monte en haute école avec une délicatesse, un tact et un brio surprenants. Elle fait exécuter à Mimoun tous ses airs de fantaisie, et quoique montant à califourchon, elle le fait sauter avec un entrain admirable. Il vole sur l'obstacle, queue et crinière au vent. Pendant mon indisponibilité, je lui ai confié avec joie Vallerine, sachant à qui je la donnais. Capitaine Bernard, 6 juin 1927. J'ai déjà monté Vallerine pas mal de fois, et surtout en promenade au bois. Elle est parfaite. En résumé, je suis enchanté de Vallerine pour ce que je lui ai demandé jusqu'ici, et je t'en remercie encore. Elle est magnifique en satin et douce et fière. Quant au manège, ça ira, un peu de patience. 15 juin 1927. J'ai monté Vallerine en bride, j'ai été au bois avec elle, accompagnant mes bonnes élèves. Elle a été parfaite. Je m'occupe surtout en ce moment de l'habituer au manège sans presque rien lui demander. Elle couche encore les oreilles, se ramasse sur elle-même quand elle sent un cheval venir derrière. J'ai fait cependant du pas espagnol, du passage aux différentes gradations, des contre-changements de main au passage splendide, la jument placée et jolie au possible dans ses actions, galop rassemblé, galop ordinaire, pirouette ordinaire, renversé avec une jambe, en extension, tout cela très bien. Galop à faux en appuyant, mais je n'ai pas abordé le reste. 20 juin 1927. Il est incontestable que Vallerine est bien supérieure à Mimoun comme sang, comme distinction, comme cachet et comme cheval de selle. Il est curieux et merveilleux que le dressage est aussi bien réussi qu'avec Mimoun dont le sang, le caractère sont si différents. J'ajoute qu'elle force la sympathie, et même mieux que cela, par la joliesse de sa physionomie, l'expression de ses yeux et leur douceur. Ces temps-ci, j'ai obtenu le passage brillant, parce que mes talons étaient à la sangle et de bas en haut et non derrière. Entre parenthèses, il y a pourtant si peu de différence. Mais je me suis surtout occupé de mettre la jument en avant à la promenade. Galop souple, bien franc, appui très léger, bon trot étendu avec un peu plus d'appui, et j'ai constaté qu'elle était parfaite sous ce rapport. Oui, c'est une admirable bête, et cela m'ennuie d'employer ce mot. Toutes les qualités dont tu parles, elle les a. Son trot est ample, régulier, souple, ainsi que son galop. Et cela me rend un grand service, parce que je ne fatigue pour ainsi dire pas avec elle, tandis qu'avec les autres chevaux durs et âgés, j'étais mort de fatigue le soir. Monsieur A. Pontieux, propriétaire et dresseur du splendide Marc Aurèle, 27 juin 1927. Je pense à vous chaque fois que je rencontre Vallerine dehors, montée par le capitaine Bernard. Cette jument est vraiment ravissante et votre camarade et ami a bien de la chance d'avoir une aussi charmante monture. J'aurais beaucoup désiré qu'il la présentât à la soirée de gala de l'étrier, mais je n'ai pas pu le décider. Ah, monsieur Bedon, si vous aviez été à Paris. Capitaine Bernard, la Bourboule, 7 juillet 1927. Il n'y a rien à déplorer, sauf une petite écorchure au canon postérieur gauche. Je l'avais mise dans le box de Mimoun en arrivant. Ce box n'est autre chose que 2 stalles dont j'ai enlevé celle du milieu. J'ai fermé le box avec une barre placée à 1,20 m. Or cette nuit, quand le palefrenier est rentré, il a trouvé, malgré l'obscurité, Vallerine au milieu de l'écurie, la barre était restée en place. Étonné, il va prendre sa lanterne et revient. À ce moment, Vallerine, sentant qu'elle était en faute, rentre dans son box, et sais-tu comment? En passant par-dessus la barre d'un bond, avec 1,50 m seulement pour tourner et prendre son élan. Entre parenthèses, c'est la largeur de l'écurie. Eh bien, mon vieux, ça, quand je l'ai appris, m'a stupéfait. C'est presque incroyable, quelle souplesse et quelle énergie. 3 septembre 1927. J'ai travaillé les airs de haute école avec beaucoup de mesure, de façon que la différence de poids et de main ne la déconcerte pas. J'ai évité surtout de la troubler dans ses souvenirs, et petit à petit, je la sens qui se livre telle qu'elle devait être avec toi. En résumé, je cherche à me faire comprendre pour qu'elle agisse seule ensuite, et j'y arrive très bien. Elle fait, dans cet ordre d'idées, un splendide pas espagnol bien soutenu et sur un long espace. De même le passage où elle arrive à se livrer avec une jolie position de tête, ses oreilles bien pointées en avant, l'œil doux et confiant. Les membres postérieurs jouant bien dans ce mouvement, et elle est grandie. Au piafé, c'est presque parfait maintenant, et je crois, ma parole, qu'elle connaît l'air des beaux pompiers. Le trot espagnol vient très bien aussi. Je ne l'ai pas poussé, mais je suis sûr d'elle quand même. Je ne parle pas de tout le travail de 2 pistes, changement de main contre changement de main, que bien placé elle exécute avec beaucoup de brillant. Enfin, tout va pour le mieux. Mimoun, mon vieux compagnon, va bien. Il a du sang et est toujours brillant. Mes dernières idées équestres. 1. La main fixe. 2. Le passage naturel. 3. Les changements de pied au galop au temps. 4. Inutilité des assouplissements. 5. Les 2 grands principes sur lesquels tout repose. 1. La main fixe. Ouvrez les guillemets. Alors prenant ma main et lui donnant la position de la main de bride, il dit « Rappelez-vous bien toujours ça » et il immobilisa ma main sous la pression de la sienne. Jamais ça. Et il rapprocha ma main de sa poitrine. Entre parenthèses, un officier de cavalerie, Baucher mourant et le général Lotte. Là se trouve le secret qui seul permet de maîtriser la bouche du cheval, soit à l'extérieur, soit en haute école.
c'est-à-dire d'obtenir la légèreté relative qui suffit à retenir l'emballeur, ou la légèreté presque complète qui dans le travail de haute école met le cheval à la disposition du cavalier. Entre parenthèses, la main agit sans prendre sur l'impulsion. Seulement, il faut savoir fixer la main. Et moi qui n'ai jamais eu de professeur, je n'ai compris que tout récemment. Si j'avais su plutôt employer ma main, j'aurais réussi beaucoup mieux et plus facilement que je ne l'ai fait. Cependant, rien qu'en essayant de fixer la main, j'ai étonné bien des gens en venant à bout sans effort d'animaux réputés intenables. J'ai souvent monté à la manœuvre, le sabre à la main et en faisant les indications voulues, des chevaux qui amenaient toujours les autres cavaliers, sous-officiers et officiers. Dans bien des circonstances, j'ai maintenu très facilement dans les rally puppers et des galopades, quelquefois au milieu d'autres cavaliers qui voulaient m'éprouver des emballeurs soi-disant impossibles à retenir. Fixer la main. Ce n'est pas l'action d'appuyer un cheval pour le faire galoper, car appuyer, c'est tirer. C'est opposer à la bouche du cheval une force égale à celle qu'il emploie lui-même. On arrive au contraire à fixer la main en ne tirant pas du tout à soi, mais en serrant les doigts sur les rênes convulsivement, si c'est nécessaire, de façon à empêcher la main de se laisser attirer par une force quelconque, la bouche du cheval ou le poignet du cavalier. En haute école, on rend de suite le liant à la bouche qui se contracte, en cessant de tirer et en agissant des doigts comme je viens de l'indiquer. Avec la main fixe, c'est le cheval qui se rend à lui-même, qui se récompense lui-même, qui prend goût à mâcher son mort, donnant ainsi le liant et le moelleux à sa mâchoire. 2. Le passage naturel. Obtenir en quelques instants le passage naturel d'un cheval non préparé. L'habitude du passage est très préjudiciable au cheval de selle, surtout au cheval militaire, sauf s'il est monté par un cavalier capable de l'empêcher de passager à tort, entre parenthèses effet d'ensemble sur l'éperon. C'est pour cela que je me suis bien gardé d'indiquer ce qui suit quand j'ai écrit extérieur et haute école. Depuis ma sortie de Saumur, j'ai mis au passage tous les chevaux m'appartenant, y compris Gaîté, ma première jument d'armes, mais j'ai toujours procédé par tâtonnement et j'avoue humblement que je n'ai jamais su comment je m'y prenais. En 1903 seulement, j'ai eu la chance de commencer à étudier la méthode du général Favreau de Kerbrèche et dès lors, je me suis appliqué à mettre mes propres chevaux au passage suivant les enseignements du général. Cependant, ce système est long à appliquer. Aussi, pour les chevaux ne m'appartenant pas, j'ai continué longtemps à tâtonner afin d'obtenir le passage plus vite et sans passer par le piaffé. Mais en 1913, j'ai adopté définitivement le moyen suivant que je n'ai jamais employé depuis sans succès immédiat. Fixer la main en serrant les jambes qui doivent agir en même temps que les jambes de devant du cheval. La jambe droite du cavalier serrant spécialement quand la jambe droite antérieure du cheval pose à terre et la jambe gauche du cavalier quand la jambe antérieure gauche du cheval pose à terre. Le secret consiste à ne pas relâcher la jambe droite pendant que la gauche agit plus fortement, ni la jambe gauche pendant que la droite agit plus fortement. Les deux jambes doivent rester collées au cheval sans faire de mouvement apparent. Agir de même au trot très ralenti et passer ensuite du pas à un semblant de passage, puis du trot au passage et enfin du pas au passage. Le tour est joué. Et il n'y a plus qu'à recommencer la leçon, car le cheval n'oublie jamais, sauf bien entendu pour améliorer le passage de plus en plus. Évidemment, il ne faut pas comparer cette allure avec la perfection indiquée par le général Favreau de Kerbrèche. 3. Les changements de pied au galop au temps. La critique est aisée et l'on a reproché à Baucher et à Phillis de faire des déplacements d'assiette pour obtenir les changements de pied au temps. Or, je suis convaincu que ni l'un ni l'autre n'ont employé à dessein les déplacements d'assiette et que ces déplacements étaient certainement involontaires. Ainsi que je l'ai écrit dans l'extérieur haute école, le cheval se met assez facilement au changement de pied au temps, mais c'est le cavalier qui ne s'y habitue pas facilement. Et je confesse en toute sincérité que, pour chaque cheval, j'ai été contraint à m'exercer très très difficilement et longuement avant de saisir l'action me permettant d'entretenir le mouvement. C'est, j'en suis convaincu, le cavalier qui rompt l'équilibre que le cheval doit conserver pour continuer les changements de pied répétés. Et il ne me paraît pas possible d'obtenir cet équilibre par des déplacements d'assiette. Il me semble au contraire que les déplacements involontaires occasionnés par les réactions du cheval sont une des causes principales de la difficulté d'exécution des changements de pied du tac au tac. Il arrive quelquefois que le cheval prend une battue avec un pied postérieur pour changer de pied, et si on a le malheur de le laisser s'habituer à prendre cette battue, je crois que le seul moyen de lui faire perdre cette habitude est de recommencer la leçon depuis le commencement et avec grande attention. Bien sûr, en suivant exactement les enseignements du général Favreau de Kerbrèche, on ne risquerait pas de tomber dans ces fautes-là. Mais Baucher et Favreau de Kerbrèche pouvaient bien des choses auxquelles de pauvres amateurs comme moi et beaucoup d'autres ne pouvons pas songer. Il en est ainsi des changements de pied au temps que le général indique d'obtenir par la main seule et du piaffé comme lequel le général a écrit qu'il faut agir des jambes, entre guillemets, qui se relâchent immédiatement. Avec l'impulsion qu'avaient les chevaux de Favreau de Kerbrèche, cela allait certainement, mais avec l'impulsion qu'ont ordinairement nos chevaux, il n'en est pas de même et quand nos jambes manquent, ils s'arrêtent. Il faut donc tâcher que le cheval, entre guillemets, croit qu'il est son maître et qu'il n'attende pas nos efforts. Il faut qu'il agisse de lui-même d'après nos indications. Quatrièmement, inutilité des assouplissements.
La légèreté de bouche, entre parenthèses main fixe, l'impulsion par les jambes et les éperons et l'effet d'ensemble sur l'éperon suffisent à tout, même au travail de 2 pistes, même aux pirouettes, entre parenthèses galop, galop de 2 pistes, changement de pied, galop en reculant, galop sur 3 jambes, piafé, passage, trot en reculant, pas espagnol, trot extension soutenue. 5. Les 2 grands principes sur lesquels tout repose. 1. Mettre le cheval en situation d'exécuter le mouvement demandé, mais l'y mettre en le maintenant droit. Et par des moyens simples, non par des complications de l'accord des aides. Le général Lott a cité le conseil que le comte d'Or lui donna un jour qu'il s'efforçait sans succès de contraindre un jeune cheval à changer de pied au galop. Entre guillemets, vous employez 10 fois trop de force, mettez votre cheval en situation de changer de pied de lui-même au lieu de vouloir l'y contraindre. Vous y arriverez en bornant vos actions au redressement des hanches qui tombent en dedans, sans aller au-delà, et la position droite conduira insensiblement votre cheval à changer de pied de lui-même. Donc pour changer de pied, comme pour tout, placez le cheval par les rênes en le maintenant droit et le laissez faire. 2. Décomposer la force et le mouvement. Entre parenthèses, extérieur et haute école, page 26, ligne 11. Là encore, c'est le tact qui guide, car en voulant laisser disparaître de l'organisme du cheval l'idée de résistance, il ne faut pas non plus récompenser par le repos un animal s'obstinant, sans raison, à ne pas exécuter un mouvement inconnu ou qui lui déplaît, ou à l'extérieur, à ne pas aller où on le lui demande. Dax, le 9 juillet 1927, Étienne Bedon.